Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, merci déjà de vous être rendus disponibles pour cet atelier que j'ai appelé post-déconfinement avec deux thématiques principales. Donc, la création d'entreprise dans un premier temps où Vincent Gupp interviendra à raison de 30 à 45 minutes et dans un deuxième temps, donc, comment se vendre en entretien avec donc, Gilda Lemel, Guillaume Petitjean et Yves Robineau qui interviendront à tour de rôle, pareil, sur une demi-heure, trois quarts d'heure, donc à peu près 10 minutes, un quart d'heure chacun sur comment se vendre en entretien. Je vous rappelle donc les consignes. Quand vous ne parlez pas, idéalement, pour éviter une pollution visuelle où on ne sait plus qui dit quoi, ça serait bien de couper votre caméra et également votre micro pour éviter d'éventuels échos. Dès que vous prenez la parole et si vous souhaitez donc être filmé, vous pouvez mettre votre caméra. Pour les jeunes qui sont présents sur cet atelier aujourd'hui, si vous avez donc la moindre question, n'intervenez pas en direct, mais posez vos questions directement dans le fil de discussion de la conversation. Vous avez un petit pavé numérique où vous avez la possibilité donc d'afficher à droite de votre écran le fil de discussion. Donc là, vous pouvez poser toutes vos questions au fil de l'eau. Ensuite, là, on va faire un premier tour de table. Donc, je vais commencer par les jeunes qui vont se présenter rapidement. Donc, nom, prénom, dernier diplôme obtenu et ce qu'ils recherchent. Et ensuite, on fera un petit focus sur les 4 mentors présents pour avoir rapidement eux aussi leur parcours et comment ils en sont arrivés là aujourd'hui sur le poste qu'ils occupent actuellement. Et ensuite, on en viendra donc au conseil sur la création d'entreprise. Ensuite, donc, comment se vendre l'entretien. Et s'il nous reste du temps, logiquement, il y a toujours un petit quart d'heure de fin de battement. Il y aura un échange de questions-réponses, en plus des éventuelles questions qui auront pu être posées au fil de l'eau. Si les jeunes, vous souhaitez prendre la parole à la fin, ça sera votre temps de parole à vous, où vous pourrez poser vos questions à nos intervenants. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me dites ce qu'il en est dans le fil de conversation. Et puis sinon, on va démarrer. Donc, déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Kevin Aubin. Je suis chargé de mission au sein d'NQT Grand Est. Donc, moi, je gère le suivi et l'accompagnement des jeunes. Alors, sur la Meurthe-et-Moselle, mais depuis quelques temps sur tout le Grand Est, et également le suivi avec les mentors, et également les éventuels événements qu'on peut faire. Donc là, c'est un peu nouveau pour nous, c'est le deuxième atelier que je mets en place. Le premier avait bien fonctionné, ce deuxième, a priori, il devrait aussi porter ses fruits du fait du fort intérêt qu'ont eu les jeunes et les mentors, et je les en remercie. Donc je vais donner la parole pour commencer à Boris, qui s'était connecté en premier, pour qu'il se présente. Je te laisse la parole, Boris. Bonjour, je m'appelle Boris Rangé et le dernier diplôme en date que j'ai eu était Master en Business Administration, option droit des affaires. En ce moment, je suis à l'Université de Lorraine en formation en médiation et modes alternatifs de règlement différents. Et je cherche beaucoup plus en ce moment un stage dans le cadre de la dite formation. Je vous remercie. Très bien, Boris. Je te remercie. N'hésite pas à rappeler éventuellement dans le fil de conversation l'objet de ta recherche spécifique. Comme ça, si jamais ça fait écho à quelqu'un ou si ça peut te permettre d'être encore plus aidé et accompagné en plus de ton parrainage actuel, n'hésite pas. Je te remercie. Donc maintenant, je vais donner la parole à Sarah. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sarah Tougani. J'ai un master en marketing et développement de produits, mais aussi un master en bioingénierie, médicaments et nanosanté. Du coup, je cherche en fait un poste en tant qu'assistante chef de produit dans le milieu de la pharmacie, pharmaceutique ou cosmétique, idéalement. Très bien. Voilà. Bon, et merci pour cette petite présentation et l'objet de ta recherche. Donc maintenant, je vais donner la parole à Anissa. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, j'ai un master finance, spécialité banque des professionnels. Et ce que je recherche, c'est donc dans le domaine entreprise, comme accompagnement, comme conseiller clientèle professionnelle ou dans le domaine social, comme conseiller en insertion professionnelle. Voilà, j'ai terminé. Très bien. Merci à toi. Alors maintenant, Abdeslem, si tu veux bien te présenter. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien.
Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Abdeslam Chaouchi. Alors, j'ai un master en santé, management, ingénierie du sport, avec une spécialité tournée autour de la sécurité, de l'événementiel, enfin, tout le monde du business sportif. Bon, mon attente aujourd'hui, c'est d'avoir un peu plus de connaissances sur le milieu de l'entreprise, la création. Donc, à titre perso, je suis déjà immatriculé, j'ai déjà un projet bien lancé en cours, et c'est pour avoir un complément d'information. Voilà. Très bien, je te remercie. Et Tatiana. Bonjour à tous. Avant tout, je vous remercie pour l'organisation de cet atelier. Moi, je m'appelle Tatiana Varlan. Je suis diplômée en droit et politique de l'Union européenne. J'ai fait mes études à Strasbourg. Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine juridique, dans le domaine du droit international ou européen. Et parallèlement à cela, je réfléchis à une idée de création d'entreprise. D'accord, très bien. Je te remercie. Alors pour l'instant, donc là on a eu une présentation des jeunes qui sont présents. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver entre-temps parce que j'en attends encore quelques-uns. Donc je vous remercie les jeunes et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure des différentes interventions. Donc maintenant je vais donner la parole au mentor. Donc on va donner la parole à un Vincent qui va se présenter lui aussi. Voilà, c'est rétabli. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Vincent Guep, je suis né à Strasbourg et j'habite en Lorraine pour l'instant. J'ai un BTS en comptabilité et gestion d'entreprise, mais j'ai 57 ans, hein, donc ça fait un petit moment que je l'ai dans la poche. Et entre-temps, j'ai été directeur administratif et financier de plusieurs entreprises et les dernières années, j'étais directeur général. La plus grosse entreprise que j'ai dirigée comptait 250 salariés, on était dans la grande surface de bricolage. Et la dernière que j'ai dirigée pendant les 15 dernières années, c'était 60 salariés, 70 millions de chiffre d'affaires. Et on était dans le domaine de l'intralogistique. Donc, on vendait, on concevait, on fabriquait et on vendait des installations en fait d'automatisation des entrepôts. Vous savez, style Amazon et compagnie. Tout ce qu'il faut pour sortir les commandes qui sont passées à 16 heures un jour pour que ce soit livré le lendemain matin. Parce que pour que ça aille aussi vite, évidemment, c'est pas des petites mains qui le font, ce sont des automates. Avec beaucoup de personnel quand même au bout, ne serait-ce que pour la qualité, pour les regroupements de commandes et ce genre de choses-là. Voilà, donc moi aujourd'hui j'ai créé mon entreprise d'accompagnement en pilotage d'entreprise, puisque c'est ce que j'aime dans la gestion. Déjà quand j'étais jeune, je voulais pas juste faire de la compta, c'était un petit peu trop bas de gamme pour moi. Moi je voulais faire de la gestion. Donc j'ai fait mon BTS en compta et gestion d'entreprise, j'y tenais, on a des petites choses, on s'accroche à ce qu'on peut. Et puis finalement, j'ai choisi ça parce que j'ai fait un coaching dans l'entreprise dans laquelle j'étais, donc la dernière, il y a 6 ans. C'était un moment très difficile dans ma carrière. J'avais toute ma force de vente contre moi, tout simplement parce que le groupe changeait. On vendait avant des rayonnages, des boîtes et des trucs comme ça. Là, il fallait vendre des convoyeurs, des automates, des transstockeurs. Et donc, c'était un autre métier pour toute cette force de vente qui devait complètement évoluer. Et puis, je me suis retrouvé vraiment en difficulté dans cette entreprise face à mes ressources humaines, mes richesses humaines, comme j'aime bien les appeler, mais qui ne voulaient pas me suivre. Et donc, je suis allé voir mon boss en Suisse et je lui ai dit, je m'en vais, je suis plus le bon, tant pis, on va en prendre un autre avec du 109, ça marchera mieux. Puis, il m'a envoyé un gros coup de pied derrière en me disant, non, pas question, au boulot, c'est ton job de retrouver la solution, alors trouve-toi les appuis qu'il faut. Et je me suis trouvé un coach de dirigeant qui m'a aidé pendant 1 an, tous les lundis matins, pendant 4 heures, j'étais avec lui. Et avec lui, on a rebâti l'entreprise du départ. Les valeurs de l'entreprise, le fondement, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on fait, où on va, la reconstruction de toute l'organisation avec la certification ISO. Et on a tout remonté pour recréer quelque chose qui faisait du sens et puis réussir enfin de nouveau à catalyser l'envie des gens de travailler avec la direction dans le sens que souhaitait le groupe, parce que derrière, il y a quand même beaucoup de capital, beaucoup d'argent. Et puis, il faut que tout le monde tire la corde dans le même sens, sinon ça ne marche pas. Et donc, cette expérience-là, elle est vraiment quelque chose de très, très bénéfique pour moi, pour l'entreprise, pour l'équipe, pour tout le monde. Et c'est pour ça que là, en fin de carrière, je me suis dit, je vais me reconvertir là-dedans, dans l'idée aussi de ne pas m'arrêter, parce que la retraite approche quand même tout doucement. Et puis, je me vois mal m'arrêter du jour au lendemain. Donc, ça, en créant mon entreprise à moi, je peux continuer un petit peu après. Et puis il y a aussi la création de l'entreprise, on en parlera tout à l'heure. Ça a ses avantages, ça offre de grandes possibilités. Et c'est un petit peu ça que cherchent les gens qui veulent créer une entreprise. Bien sûr, oui. Très bien.
Je te remercie pour cette présentation très complète. Avec plaisir. Alors maintenant, je vais donner la parole à Gilda. Donc, bonjour, Gilda Lemel, je suis à Strasbourg, à Digora. Donc, c'est une société, une ESN, donc société en informatique. Et moi, à la base, je viens de l'Ouest, de l'Anjou. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un de Digora parce que je faisais un stage justement en Anjou. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait le contact. Puis, à la fin de mes études, je l'ai recontacté et je suis arrivé ici à Strasbourg parce qu'à Digora, le quartier général de Digora est à Strasbourg. Et voilà, ça fait 11 ans que l'aventure dure, donc la preuve que le réseau, ça peut marcher, hein, parce que juste en parlant avec une personne, des fois il suffit d'une personne, voilà, que j'ai rappelé, qui m'a donné le contact de son chef, et je suis arrivé à Strasbourg où là j'ai été DBA, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros c'est Database Administrator, avec un accent français, et c'est pour gérer les bases de données, hein, voilà, au début, j'ai fait ça en mode projet, donc j'allais dans différentes entreprises pour 7, 10 jours, des fois 3 jours, des fois 2 mois, ou rarement plus. Et j'exécute des missions ponctuelles, une migration, une montée de version, appliquer des règles de sécurité. Et voilà, ensuite, je me suis un peu plus sédentarisé parce que faire du projet, c'est vraiment excellent en début de carrière parce que vous apprenez à voyager seul, vous allez d'entreprise en entreprise, vous rencontrez énormément d'entreprises, énormément de gens. Et puis, aujourd'hui, je fais à distance, on va dire, ce que je faisais avant sur site. Et voilà, j'ai des fonctions aussi de gérer les contrats de nos clients parce qu'on a des contrats de support où on les aide, etc. Donc voilà, aujourd'hui, je fais moins de déplacements, je suis plus sédentaire, mais plus de responsabilités aussi puisque on gère les contrats de nos clients. Voilà, ça c'est tout pour moi. Merci, merci également. Kevin. Forcément, j'ai moins d'expérience que Vincent, hein, Mais tu auras aussi des conseils à donner, je n'en doute pas. Donc, voilà. merci Gilda. Maintenant, je donne la parole à Guillaume. Oui, bonjour à tous. Merci Kevin pour cette invitation. Donc, ça me donnera l'occasion de pouvoir apporter mon humble expérience aussi, hein, pas comme Vincent effectivement qui a déjà travaillé de nombreuses années. Donc moi j'ai 33 ans, ça fait une dizaine d'années que je suis sur le marché du travail. Aujourd'hui, j'occupe des fonctions de cadre commercial au sein de la Caisse des dépôts et consignations, donc une grande institution financière française. Donc savoir vendre quelque chose, c'est un peu mon quotidien, hein. Donc à la fois c'est vendre les produits de l'entreprise, c'est vendre ses services et finalement se présenter comme un apporteur de solutions, un offreur de services. Donc je pense qu'il y a une certaine forme de parallélisme aussi à créer entre vendre un produit, vendre un service et se vendre soi-même. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Concernant mon profil, moi, il est un peu atypique, hein, puisque j'ai commencé un parcours plutôt traditionnel, hein. J'ai commencé par classe préparatoire, puis grande école d'ingénieur. J'ai commencé par travailler dans le groupe chimique belge Solvay, puis dans le groupe Engie. Et ensuite, j'ai décidé d'ajouter quelques cordes à mon arc, en particulier en renforçant ma formation avec un master d'administration des entreprises, donc à l'IAE de Nancy. Et après, j'ai découvert certaines missions un peu originales du développement économique dans les collectivités territoriales qui m'a donné envie de m'investir au service de l'intérêt général. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je travaille à la Caisse des dépôts et consignations. Très bien. Donc Mathilde vient de nous rejoindre. Mathilde, je vais te donner la parole après. Si tu peux juste couper ta caméra, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Bienvenue à toi. Et là, on était sur la présentation et le tour de table. Donc, je donne la parole au dernier mentor pour qu'il se présente. Et ensuite, je reviens vers toi pour que tu te présentes rapidement. Je te remercie. Et pour terminer, donc, dans nos mentors, Yves, je te donne la parole. Oui, donc bonjour à tous. Je suis Yves Robineau. Moi, je travaille chez Orange, donc un opérateur télécom. Je suis basé à Nancy. Alors moi, je suis un peu de la classe de 20 ans, hein, puisque j'ai 55 ans. J'ai fait majoritairement ma carrière chez Orange, plusieurs postes au
sein d'Orange, de nombreux postes techniques, mais aussi des postes management et puis également des postes en relations clients et externes. Alors aujourd'hui, je suis en face de collectivités locales et les interfaces que moi j'ai avec les collectivités locales, c'est par rapport aux concitoyens. Hein. Ce n'est pas des interfaces commerciales, mais c'est plutôt les interfaces avec le concitoyen. Donc tout ce qui est produits et services pour la cité, qui peuvent être déployés par les collectivités locales, mais aussi des sollicitations diverses et variées, des sollicitations sur des usages. La crise du Covid aujourd'hui qui a bouleversé beaucoup de choses, donc ces choses-là. Alors, au point de vue universitaire, moi j'ai fait un BTS d'électrotechnique et j'ai repris aussi une partie d'études. J'ai fait une licence pro en alternance il y a une petite dizaine d'années sur 2 ans. Donc j'ai fait une licence sur 2 ans et tout en travail. Voilà pour ma présentation. Très bien, merci Yves. Et du coup, je vais donner la parole à Mathilde qui a pris le train en route. Alors juste Mathilde, pour te rappeler les règles vu que tu étais absente, quand une personne intervient, tout le monde coupe sa caméra et son micro pour éviter d'éventuelles interférences et de pollution visuelle et sonore. Et dès que quelqu'un prend la parole, oui, il n'hésite pas, s'il souhaite être filmé, parce que je rappelle que cet atelier est filmé, il met sa caméra. Et donc là, on a fait un tour de table de l'ensemble des participants. Donc Mathilde, je te laisse te présenter rapidement sur notamment ton dernier diplôme obtenu et ce que tu recherches. D'accord, donc je ne vais pas mettre la caméra. Non, pas de souci. Ok. Donc en fait, moi j'ai 2 diplômes de Master 2, donc voilà, un que j'ai fait en France en ingénierie durable de l'environnement à l'ENSAIA, donc c'est à Nancy, et après j'ai refait des études parce que je ne trouvais pas ce que je voulais en France, du coup en Allemagne, sur l'aménagement du territoire, tout ce qui est études d'impact, donc il y avait beaucoup de droit, notamment du droit allemand. Voilà, et donc en fait, je rechercherais un poste en bureau d'études ou en collectivité, mais ça serait du coup plus tourné vers les pays germanophones. D'accord. Donc je ne sais pas trop si vous voyez ce que c'est, hein, parce que ça a l'air assez flou pour certains, je pense. Si tu souhaites en dire un petit peu plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aux autres jeunes diplômés, n'hésite pas dans le fil de discussion à mettre un petit peu plus en détail ce que tu recherches précisément ou des éléments d'information un petit peu plus détaillés sur ton parcours. Et à la fin de l'atelier, normalement, on aura un petit quart d'heure de battement. Je vous donnerai la parole un par un où vous pourrez justement poser vos questions ou présenter d'autres choses vous concernant. D'accord. Je te remercie, Mathilde. De rien. Donc, merci pour ces différentes présentations et ce tour de table. Donc, on va commencer l'atelier par la première thématique qui est la création d'entreprise. Donc, l'objectif, ça va être Vincent Gueb qui va vous présenter sa vision et vous donner des conseils sur la bonne façon d'appréhender la création d'entreprise. Il va intervenir sur une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Il est 14h, on va dire 55, on va dire jusqu'à 15h40 maximum sur la création d'entreprise. Si ça soit côté mentor ou côté jeune, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation et Vincent essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Donc Vincent, la parole est à toi. Nous t'écoutons. Merci Kevin. Bon, alors je vais peut-être, au risque d'en surprendre certains, à engager cette conversation d'une manière un peu particulière. Vous connaissez la devise de notre belle République française, hein, c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est un petit peu de ça qu'on parle, parce que là, on parle tout simplement de la liberté d'entreprendre. Le premier message que je voudrais vous faire passer, c'est que tout le monde peut créer une entreprise. Hein. Égalité, ça veut dire qu'on va aussi essayer de donner les mêmes chances à tout le monde pour le faire. Et fraternité, c'est ce qu'on fait là. Hein. Il y a les vieux briscards, ils peuvent passer un coup de main sympathique aux jeunes qui ont envie de se lancer, parce que le deuxième message, ce sera qu'il vaut mieux pas se lancer tout seul, il vaut mieux avoir quelqu'un pour vous accompagner. C'est pas compliqué, mais c'est souvent un peu difficile. Et puis, ça nécessite quand même de la rigueur, de la structure et beaucoup de prise de recul. Or, quand on est dedans, c'est plutôt la tempête d'émotions qui pilote et c'est celle qu'il ne faut surtout pas laisser faire parce qu'il faut prendre les choses
comme elles viennent. Donc j'ai envie de dire, c'est une aventure passionnante, hein. Elle permet vraiment de faire des choix dans la vie, parce qu'on choisit vraiment ce qu'on fait. On ne va pas vers un employeur où on subit son organisation, on subit sa façon de voir les choses, on est obligé un petit peu d'adopter les valeurs d'une entreprise. Là, on la crée nous-mêmes, l'entreprise. Donc on se lance, on peut bénéficier d'une grande autonomie, hein, sur son temps, sur la façon de travailler, parce qu'on peut toujours faire les choses de manière différente. Là, on les fait comme on a envie de les faire soi-même. Et puis, cette liberté, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi, mais tout simplement de décider de son avenir, hein. Décider, vraiment, on prend les choses en main, on crée son entreprise. Et cette aventure formidable, elle est possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui aident les jeunes, et même les moins jeunes, qui créent des entreprises. On aide les créateurs. Il y a beaucoup d'institutions, hein. Il va y avoir les banquiers, les experts comptables, il y a un tas de gens, mais il y a des chambres de commerce, il y a des associations, et comme NQT, il y a aussi des associations comme l'ADI, dans laquelle moi je suis bénévole. Et cette association a la particularité d'aider les gens. Ce sera le troisième point, c'est la trésorerie, l'argent, hein, comment on fait pour financer tout ça, qui se retrouvent en difficulté parce que les banques ne veulent pas les suivre. On a beau avoir le plus beau projet du monde, la deuxième partie de notre atelier, c'est l'entretien. Ben, il faut savoir le vendre. Et quand on crée une entreprise, on vend quelque chose de très spécial. Souvent, on se vend soi-même. On se vend soi-même avec son projet. Il faut y croire, il faut être dedans, il faut l'avoir bien structuré, il faut être convaincant. C'est pas toujours des choses aussi faciles qu'on peut le penser. Alors, créer une entreprise, c'est un acte républicain, je vous l'ai dit, mais il faut beaucoup de cohérence. À dire, dans tous les projets, c'est vrai, mais dans ce projet-là, c'est encore plus le cas pour moi, parce que la vraie question, c'est de savoir pourquoi. Et il y a beaucoup de pourquoi qui vont se poser. Et pourquoi je veux créer une entreprise déjà, hein, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux vendre? Pourquoi je veux vendre? Pourquoi je veux fabriquer? Pourquoi je veux faire telle prestation de service? Et il y a donc tout un questionnement. Et c'est là que vous découvrez une des joies du chef d'entreprise, c'est la solitude. Vous vous retrouvez tout seul face à votre feuille de questions et puis vous vous dites, ah ouais, je vais créer ma boîte, mais je vais, je sais pas moi, ouvrir un kebab. Tiens, je vais ouvrir un kebab. Mais pourquoi je veux créer mon propre kebab? Pourquoi je ne suis pas salarié dans un kebab de quelqu'un d'autre? Pourquoi je veux créer mon kebab? Qu'est-ce que je vais y faire de spécial? Est-ce que je veux faire que des choses végétariennes parce que je milite, moi, pour qu'on tue plus les animaux? J'en sais rien, on peut inventer tout ce qu'on veut. L'idée, c'est d'être très cohérent avec soi-même, parce que s'il n'y a pas ça au départ, on va avoir beaucoup de mal à monter le projet. Et le projet, c'est le troisième point, on pense souvent à l'argent. Hein. L'argent, c'est vrai, l'entreprise, d'abord, c'est fait pour fabriquer de l'argent. Hein. C'est la création de richesse, et c'est l'outil indispensable, hein, dans l'économie, c'est international. Les entreprises sont là pour ça, mais pour cet argent, pour le créer, bien évidemment, il y a toute la question de l'argent qu'il faut mettre sur la table. L'investissement de départ, le capital, l'endettement. Donc, toutes ces questions, ben, on les réunit dans un business model. Hein, de qui j'ai besoin pour le faire, de combien, qu'est-ce que je vais vendre, comment je vais le vendre, comment je vais le proposer à mes clients, si je fabrique quelque chose, est-ce que je le vends sur Internet? Donc, toutes ces questions, c'est toujours des pourquoi et des comment. Et donc, on a tout un travail à faire pour préparer, en fait, le projet. C'est pas compliqué, parce que le créateur lui-même, s'il a bien confiance en lui, il sait ce qu'il veut faire. Mais il faut tout coucher sur le papier, et il faut tout vérifier pour que ça tienne ensemble. Après, il va y avoir les questions de combien d'argent ai-je besoin pour me lancer, combien de chiffre d'affaires vais-je pouvoir faire dans les premiers temps, parce que ça, tout le monde décolle, c'est pas toujours facile au départ, c'est même rarement facile. Et donc tout ça, ça se couche aussi sur un budget prévisionnel. On va définir la structure des coûts. Ça dépend. Si tout est bon, hein, il n'y a pas de jugement à émettre. Quelqu'un qui dit « je veux créer mon entreprise parce que je veux être riche », moi je l'écoute, je le suis. Simplement, si on veut créer son entreprise parce qu'on veut être riche, eh ben, il va falloir la faire autrement que celui qui voulait créer un kebab pour qu'on tue plus d'animaux et pour qu'on mange du végétarien. Les deux idées sont recevables, acceptables, mais ce n'est pas les mêmes. Et donc après, il faut les étudier, il faut les prendre dans le détail, vraiment répondre à toutes les questions et monter le projet petit à petit. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'engagement. Être chef d'entreprise, c'est un gros engagement. Et quand enfin on a décidé le projet, qu'on a obtenu les fonds, c'est pas fini, hein. C'est là que tout démarre. Être chef d'entreprise, Winston Churchill, il disait, beaucoup de gens voient dans le chef d'entreprise une espèce d'homme à abattre. Hein. Ça, c'est plutôt côté syndical, oui, méchant patron. Il y en a d'autres qui voient une vache à lait, hein, qu'il faut traire jusqu'à l'infini. Mais il dit que peu de gens voient en lui le cheval qui tire la charrue. Et c'est ça un chef d'entreprise. Hein. Le cheval qui tire sa charrue, souvent il est tout seul. Et on retrouve la solitude du chef d'entreprise.
Une des choses auxquelles on fait face quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on se retrouve seul. On a beau être même dirigeant, hein. J'avais un comité de direction, moi, quand je dirigeais SSI Schaeffer. Mais j'étais tout seul à la tête de mon comité de direction, hein. Et quand tout le monde vous regarde de travers parce que le groupe annonce des décisions qui ne plaisent à personne, il faut trouver les mots, il faut trouver l'équilibre, il faut retrouver un sens à ce que font les gens, hein. Le sens, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, c'est bien, tout le monde écoute quand on dit ça. Il y a 10 ans, on en parlait moins. Il y a 10 ans, vous regardez un peu de travers. Quand vous disiez ça, vous disiez, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Il bosse et ramène ton fric. C'est tout ce qu'on te demande. Où sont tes objectifs? Et ben, dans l'entreprise, c'est pareil. On a beau être bien entouré, on se retrouve toujours tout seul parce que c'est le chef d'entreprise qui prend les décisions. Et donc, pour ça, ben, il faut qu'il s'entoure bien, justement. Il va y avoir un expert comptable s'il crée une société, ça c'est obligatoire. Mais il y a des associations, et il y a des professionnels aujourd'hui qui accompagnent les chefs d'entreprise pour ça, pour éviter qu'ils soient seuls, pour les aider en fait à prendre du recul. Ça sert à quoi de se faire accompagner pour créer son entreprise? Ça sert justement à prendre du recul, parce que soi-même quand on est dedans, bah, c'est l'émotion, hein. Un coup de trésorerie qui baisse, c'est ouah, comment je vais faire pour m'en sortir à la fin du mois, comment je paye mon loyer, tout ça, ça inquiète. Et donc on est brutalement mis face à des pressions, des stress qu'on a du mal à vivre, souvent. Ça peut aller loin, hein. Il y a des chefs d'entreprise qui se suicident, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, en préparant bien son dossier, en étant bien accompagné, en prenant les choses aussi avec prudence, hein. Le chef d'entreprise, il ne faut pas qu'il veuille gagner tout du jour au lendemain. Le marché, il est grand, il y a des concurrents, il y a de tout. Donc tout ça, ça s'étudie, tout ça, ça se pose, on réfléchit bien, on commence petit, hein, on commence prudemment. Le chef d'entreprise, la chose qu'il doit savoir faire, c'est se donner le droit à l'erreur. Un chef d'entreprise, c'est un homme. Un homme, ça se trompe. Alors dans une entreprise, quand on se trompe, souvent, bah, on a un chef ou on a un patron qui vient râler un coup, parce que ça lui coûte de l'argent. Là c'est nous le patron. Donc c'est, disons, plus engageant, c'est moins pénalisant. Mais c'est pénalisant juste au niveau de l'argent. Donc quand on le fait, il faut y aller petit à petit et mesurer ce sur quoi on va s'engager. Test et mesure. Il faut tester beaucoup de choses, c'est rare qu'on teste la bonne chose du premier coup et que ça réussisse tout de suite. Donc un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui se donne le droit à l'erreur et qui fait des petits tests. Hein, on va parler beaucoup de digitalisation dans les entreprises modernes, hein. Il faut qu'on soit tous sur les réseaux sociaux, il faut qu'on automatise nos processus. Alors vous allez dire de quoi il parle? Oui, même dans une petite entreprise, le chef d'entreprise doit se demander comment il va produire ce qu'il a promis. Et à un moment, il va rencontrer des difficultés en se disant tiens, là, ça me coûte trop cher par rapport à ce que je peux le vendre, donc je vais peut-être automatiser un petit bout. Automatiser, c'est juste une machine qu'il faut acheter, hein. Mais il faut se poser les bonnes questions. Et toutes ces questions, on les partage le mieux avec quelqu'un d'externe à l'entreprise. C'est ce que moi, j'ai vécu dans mon entreprise en 2010, lorsque j'ai fait appel à un coach. Alors c'était un gros coach, hein. Je travaillais dans un groupe énorme qui faisait près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous voyez, donc c'est pas tout petit. Il y avait 18 000 salariés. Et ce coach d'affaires, c'est eux qui me l'ont payé, en me disant non, c'est pas parce que ça devient difficile qu'il va falloir que tu partes en courant, tu vas prendre une aide, et puis cette aide extérieure, elle permet juste de se poser. Aujourd'hui, on parle beaucoup, hein, de stress, on parle de burn-out, on parle de 21% de dépôt de bilan devant nous pour les entreprises à cause du Covid. Hein, suite de tout ce qui s'est passé, des financements qu'on a été obligé de faire, et puis des décisions qui nous attendent l'année prochaine, lorsque les entreprises vont obligées de se dire ok, j'ai eu des aides, des prêts garantis d'État, et il va falloir maintenant que je me lance. Donc tout ça, c'est juste pour vous montrer que en réalité, même si ça peut faire un peu peur de l'extérieur, en y mettant les bons moyens, en y mettant la bonne réflexion, la bonne prise de recul, l'entreprise est une solution formidable. J'ai lu un livre assez amusant qui s'appelle Père riche, Père pauvre, et c'est Robert Kiyosaki qui explique que la grande différence entre l'entreprise et le particulier, et c'est vrai en réalité, c'est que quand vous touchez un salaire, avec ce salaire, vous allez payer vos impôts et vous allez utiliser ce qui reste pour partir en vacances, pour acheter à manger, pour payer votre voiture, pour dépenser le reste. L'entreprise, c'est un peu l'inverse. Et c'est pour ça que l'entreprise, c'est une bonne solution pour bien gagner sa vie. Parce que dans l'entreprise, vous dépensez d'abord, et sur ce qui reste, vous payez des impôts. C'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un petit peu, comment dire, perturbant, déstabilisant pour nous, les Européens, parce que lui, il est américain, d'origine asiatique, je crois. Et nous, on a un rapport à l'argent assez bizarre, hein.
Salaud de riche, ça existe. Quand vous avez des gens chez nous, quand le voisin roule dans une belle voiture, il le regarde de travers. Pourquoi? Au lieu d'être content qu'il ait réussi dans sa vie, ben, ils sont jaloux, ils aimeraient avoir la même. C'est vrai, mais bon, moi je suis chef d'entreprise aujourd'hui, je vois plein de gens charmants, je vois plein de chefs d'entreprise qui réussissent et ça fait plaisir. Et c'est pas réservé aux vieux lascars comme moi. Hein. Moi, je suis un chef d'entreprise qui s'est décidé tardivement. Je travaille avec une toute petite entreprise. Ce sont des paysagistes. Ils sont 3. Ils ont terminé leurs études. Ils ont bossé pendant 6 mois chez un patron tous les 3. Ça leur a pas plu d'être dans cette organisation. Et ils se sont mis à 3. Ils ont créé leur boîte il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, ils ont 33 ans. Et ils sont chefs d'une très belle entreprise, tous les 3 ensemble. Ils se payent, je crois, 3 500 € de salaire chacun, tous les mois. Et ils ont une entreprise qui rapporte de l'argent. Ils ont 16 salariés et ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et c'est pas fini. Je pense qu'elle va encore grandir et qu'ils vont peut-être même racheter d'autres entreprises autour d'eux. C'est des gens qui ont du talent, c'est des gens qui ont le plaisir d'entreprendre. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier d'accompagner les dirigeants dans la création d'entreprise. Alors, pour être un peu plus concret, parce que je suppose que vous vous dites, ouais, c'est bien gentil, tout ça, c'est de la belle théorie. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se pose et ça veut dire que quand même, il faut réfléchir à tous les pourquoi dont je parlais tout à l'heure. Il faut à tout prix vraiment faire sa liste de valeurs. Quelles sont mes valeurs à moi? Hein? Vous avez le droit de vouloir avoir beaucoup d'argent. Il faut savoir juste que vous êtes prêt à sacrifier en face. Et si votre valeur, ce qui est beaucoup plus courant quand même, c'est la famille, ou je sais pas, c'est la planète, ou un truc comme ça, après, il ne faut pas créer une entreprise qui va tout polluer. Même si elle vous plaît, même si elle est là, même si vous avez quelqu'un qui dit viens avec moi, on s'associe, on y va, il faut faire attention où on met les pieds. Parce que c'est ça le piège. Pour tenir la durée, pour s'accrocher, il faut que ce qu'on fait ait vraiment du sens. C'est là qu'on trouve la motivation, c'est là qu'on trouve la force de continuer. Et j'ai envie de dire cette motivation, une fois que vous l'avez bien choisi, je veux être, je sais pas moi, maraîcher, hein, voilà, maraîcher, agriculture de proximité. Ça me plaît, je fais ça dans une petite ville moyenne, je loue mes 2 hectares de terrain et je crée ma boîte. Le jour où ça va mal, si vous vous dites, ouais, mais c'est pas grave, j'ai fait ce que j'aime, je pollue pas, je vends des beaux produits, tous les semaines je vais au marché et j'ai mes clients qui me sourient, c'est un vrai bouclier contre le fameux épuisement professionnel. Alors, vous êtes des jeunes, vous avez tous fait beaucoup d'études, je crois qu'il n'y a que Abdeslam qui, lui, envisage la création, vous cherchez tous un job salarié, mais il faut que vous sachiez quand même que votre vie, vous êtes tout au début, et mon message, il est aussi, ayez l'œil ouvert. Hein. Pour créer une entreprise, d'ailleurs, dans tout, dans la vie, il faut avoir de la chance. Et la chance, c'est pas du tout le hasard. La chance, c'est une compétence. On regarde où on va, c'est Philippe Gabillier qui disait ça. Il était un prof à l'école supérieure de commerce européenne, je crois. Et il disait, en fait, il faut avoir une posture, et la posture de chef d'entreprise, c'est d'être tout le temps curieux, de tout le temps être attentif à ce qui se passe. Soyez vous aussi curieux, regardez ce qui se passe autour de vous, saisissez des opportunités. Et c'est souvent dans les entreprises qu'on trouve aussi l'entreprise à créer, parce que les grands groupes, justement, auxquels vous appartenez, ou auxquels vous pourrez peut-être postuler, ils vont avoir besoin de petits sous-traitants. Sauf que ils ne le trouvent pas, le petit sous-traitant. C'est compliqué, personne ne le fait, ça n'existe pas, et pourtant il y a un business à prendre là, mais le groupe ne peut pas le faire lui-même, c'est comme ça, parce qu'il veut être concentré sur son cœur de métier, il a à tout prix besoin de cette partie de matière première ou de produits semi-finis pour alimenter sa chaîne de production sur son nouveau produit, et c'est là que, avec quelques années de bouteille, on peut peut-être saisir l'opportunité de proposer à son employeur, écoute, aide-moi, je vais créer mon entreprise et qu'est-ce qui te manque? Je l'ai déjà vu faire, c'est pour ça que j'utilise cet exemple, je l'ai vu faire par des Autrichiens. Les Autrichiens sont des gros entrepreneurs, hein, ils sont tous un boulot et une entreprise à côté, et je les ai vus, j'ai vu un collègue quitter l'entreprise et revenir comme fournisseur. Et il a créé sa boîte. Et après, il avait 8 salariés. Quand on fait ça, c'est le fameux acte républicain dont je vous parlais. Hein. Qu'est-ce que je lis là? Non, pas forcément. Et puis, est-ce qu'on peut faire les deux ou juste un VDI? C'est quoi VDI? Je ne le sais pas non plus. Mathilde va nous le dire. Est-ce que ça concerne quelque chose que j'ai dit ou est-ce que ça concerne autre chose? Kevin, si tu es là, moi je dirais qu'on peut peut-être collecter les... la question à Mathilde, parce que ça ne me parle pas, VDI.
Ah, VDI, alors je vais chercher rapidement, a priori, vendeur à domicile indépendant. A priori, ça serait ça. Voilà, Vendeur indépendant, c'est peut-être le VRP alors auquel on pense. peut-être, mais en tout cas, c'est le terme VDI, vendeur à domicile indépendant, désigne une personne vendeur à domicile qui indépendant. consiste à distribuer des produits ou services d'entreprise avec laquelle il a conclu un contrat écrit de distribution. C'est à la façon peut-être de Tupperware ou des choses comme ça, je pense. Peut-être aussi, ouais. Il y a beaucoup de créneaux dans lesquels on utilise de nouveau ce concept de vente à domicile par ce qu'on appelait dans le temps des pyramides, des chaînes. Alors aujourd'hui, ils ne l'appellent plus comme ça parce qu'ils n'ont pas le droit. Il faut quand même faire attention. Je connais des gens qui y travaillent, qui ont choisi de vendre des produits, je crois. Il y en a un qui fait de la cosmétique et il y en a un qui fait des produits alimentaires, des compléments alimentaires. Ils sont contents, ils s'en sortent. C'est aussi une façon de créer son entreprise, mais vous n'avez pas l'entreprise de la liberté dont je vous parlais tout à l'heure, parce que vous êtes quand même soumise au produit que vous n'avez pas choisi, le produit qui vient de par l'entreprise qui vous demande de le distribuer. L'avantage que vous avez, c'est effectivement quand même la liberté du temps de votre organisation. Et vous avez quand même une pression un petit peu, elle est positive, hein, mais vous n'êtes pas en compétition avec votre organigramme, avec votre groupe, mais vous avez quand même des comptes à rendre. Et les gens vivent du travail qu'ils font les uns pour les autres. Donc, si on a dans son équipe quelqu'un qui n'avance pas, forcément, les relations peuvent se tendre un petit peu. Est-ce qu'on peut peut-être laisser nos invités là poser des questions, parce que moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter. On ne va pas rentrer dans le détail d'un business model. Si Abdeslam est plus particulièrement intéressé, ben il peut peut-être. Moi, je vois son mail là, donc je peux peut-être lui envoyer un petit mail pour qu'on discute à côté. Mais fondamentalement, il y a des business models schématiques qui existent aujourd'hui, que j'utilise moi. Le livre, il s'appelle Nouveau business model. Donc, on part bien de ce qu'on veut avoir comme activité, de ce qu'on veut offrir aux clients. On cherche les ressources qu'il nous faut en face, les partenariats qu'il va falloir monter pour réussir à le faire. Et puis, comme ça, on dessine en fait l'entreprise, l'activité. L'idée, c'est vraiment de le conceptualiser d'abord, d'en arriver à une conséquence financière, hein, combien il va falloir mettre sur la table pour pouvoir prétendre lancer le projet. Et puis, à partir de là, déterminer un prix de vente. Ça, c'est quelque chose de très important. Le prix de vente, ce n'est pas le prix du marché, ce n'est pas le prix que fait le concurrent, ce n'est pas ce qu'on a entendu. Deux entreprises qui font exactement la même chose ont des prix de revient différents. Tout simplement parce qu'il y en a peut-être un qui est micro-entrepreneur, qui a des exonérations de charges sociales. Du coup, la première année, il fait de gros efforts. Hein, c'est un peu le jeu. Il va être moins cher que ses concurrents qui sont déjà bien installés, mais eux, ils vont avoir à l'inverse aucune prospection à faire, le bouche à oreille qui fonctionne déjà. Donc, ce n'est pas un monde de requins où tout le monde se tire dessus. Hein. L'entreprise, elle passe, je ne sais plus qui c'est qui parlait de réseau, je crois que c'est toi, Kevin, tout à l'heure. Non, c'était Gildas, je crois qu'il parlait de réseau. Évidemment, dans le projet de l'entreprise, on va aussi définir les réseaux dans lesquels il faut qu'on soit présent. Parce que le réseau va apporter la notoriété, il va apporter les affaires, aujourd'hui on parle de BNI, je ne sais pas si vous avez entendu, Business Network International, c'est des groupes d'hommes d'affaires qui se réunissent toutes les semaines et puis qui se promettent entre eux de se filer des affaires. Parce qu'après, il faut développer le business. Hein. Donc, l'entreprise, c'est beau, c'est intéressant, c'est une autre façon de gagner sa vie et c'est une façon de se créer un patrimoine parce que l'entreprise en elle-même, elle a une valeur. Quand on est salarié, on touche son salaire toute sa vie et au bout, si on a la chance, on a une convention collective avec une petite prime de départ et on prend sa retraite. Et tout ce qu'on a dépensé, comme le dit Kiyosaki, ce sont des dépenses, ce ne sont pas des investissements. Alors que l'entreprise, elle, c'est un investissement. Elle permet d'ailleurs de vivre différemment. Un chef d'entreprise, il a une voiture de fonction, forcément, il utilise la bagnole de fonction. Le salarié, avant qu'il en ait une, il faut déjà qu'il ait un certain niveau de responsabilité. Par exemple. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, je veux bien que tu nous marques dans le fil de conversation le nom de ton livre. Lequel livre? Je vais pas arriver à le dire. Kiyosaki ou celui qui Robert Kiyosaki. Ouais. C'est très spécial à lire, hein, mais ça s'appelle Père riche, Père pauvre. Voilà, toujours être utile et intéresser les mentors et les jeunes présents. Et je vous envoie celui-là. Et je vous en donne un autre qui s'appelle le nouveau business model. Donc ça dessine vraiment, c'est basé sur un schéma avec des post-it et des machins. C'est toute une méthode pour fabriquer le business model. Moi, c'est ce que j'utilise.
lorsque je travaille avec une personne qui a une idée, mais qui ne l'a pas encore bien assise, pour qu'on pense à tout et pour qu'on ne rate rien. D'accord, le nouveau business model, très bien. Alors, ce que je vous invite tous à voir aussi, c'est, je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu, les jeunes, vous êtes plus branchés à Internet. Moi, j'ai trouvé ça, j'étais émerveillé par une vidéo de Kim Emerson, qui est un professeur de philosophie, je crois, américain, et qui a créé une petite vidéo sur la gestion des priorités. Parce que ça, c'est aussi une des grandes missions du chef d'entreprise. Gérer ses priorités, son temps, et son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie privée. Et Kim Emerson, il a fait un petit sketch avec une école, hein, puisqu'il est professeur. Il a méthode Eisenhower, évidemment, tout à fait, oui, avec la gestion des priorités, le fameux cadre 2, comme l'appelle Stephen Covey, c'est le cadre du non urgent, mais important. Et dans sa vie, il faut toujours travailler au moins une fois par semaine sur du non urgent important. Parce que c'est là que le chef d'entreprise, par exemple, va prendre du recul avec la personne qui l'accompagne, son mentor, son coach, appelez-le comme vous voulez, et ils vont se poser des questions. Où est-ce qu'on en est? Pas seulement combien de chiffres d'affaires j'ai fait, pas seulement « Ah mince, est-ce que Charles-Henri va revenir à son poste de travail parce que cette semaine, il m'a planté sur mes 2 projets ». Ça, c'est le problème du chef d'entreprise quand il a le nez dans le guidon. Mais avec son accompagnant, avec son coach, le chef d'entreprise, au moins une fois par semaine, il fait bien travailler sur l'entreprise et pas dedans. Et là, il se pose les bonnes questions et il va se pencher sur les questions importantes, non urgentes, au moins une fois par semaine. Disons chez nous, on le fait au moins une fois par mois. Donc il y a Kim Emerson, donc, qui a fait la gestion des priorités. Il appelle ça, il compare en fait la vie à un pot qu'il remplit de. Je l'ai mis en lien dans le fil de conversation. Celui-là, ok, très bien. Ouais. Et puis il y en a un autre à voir sur la chance qui est de Philippe Gabillier, qui est très très chouette aussi. La chance n'est pas le hasard, la chance c'est une compétence. Tu le connais celui-là, Kevin? Non. Je veux bien que tu le notes et puis. Je vais essayer de vous le trouver. Je crois que je l'ai là. Et je vais vous le mettre aussi dans le lien. Où est-ce que j'ai mis ça? Conférence sur la chance. Voilà. Hop. Je reviens à Teams. Non, la chance. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont. Ah, zut, je l'ai lancé au lieu de revenir. Pardon, alors bougez pas. Je vais le couper. Voilà. Je vais aller le copier et je vais vous le donner. Le voilà. Il y a Abdeslem qui nous parle de l'éloge de l'optimisme. Oui, très très bien, l'éloge de l'optimisme, je connais aussi. Il y a l'éloge de la chance aussi. N'hésitez pas à mettre les liens directement dans le fil de conversation si vous les avez. C'est toujours utile, mais sinon, nous irons chercher l'information. Compétences. Voilà, vous avez la chance, c'est une compétence aussi. L'éloge de l'optimisme, oui, c'est vrai. En fait, quand le chef d'entreprise, c'est un homme comme les autres, hein, et forcément, il va subir peut-être des pressions différentes des autres, hein, parce qu'il est engagé. Souvent, on lui a même demandé des garanties personnelles. Alors bon, aujourd'hui, on protège, rassurez-vous, la résidence principale du chef d'entreprise, mais tout le reste qu'il peut avoir, et puis tous les ennuis, et puis les problèmes lorsque ça ne suit plus, c'est vrai que ça inquiète, hein, ça fait peur aux gens. On parle de la faillite, alors là, c'est la catastrophe générale. Évidemment, pour ne pas y arriver, il faut bien gérer, il faut être raisonnable, il faut être bien accompagné aussi, et puis il ne faut pas hésiter à prendre les décisions. Souvent, les décisions sont difficiles. Pourquoi une décision est difficile? Parce qu'une décision, c'est un renoncement. Ce n'est pas difficile de choisir ce qu'on veut avoir. Ce qui est difficile, c'est d'abandonner ce qu'on ne va pas avoir parce qu'on a choisi l'autre. Et c'est dans ces conditions-là que le chef d'entreprise, là aussi, souvent, il est seul et il est obligé de prendre des décisions qui font mal. Quand vous dirigez une petite entreprise et que vous êtes obligé de licencier un salarié, c'est comme si vous vous arrachiez un bras, hein, clairement. Et c'est presque le sens propre du terme parce que c'était votre bras, hein, c'est lui qui bossait pour vous, vous l'avez formé, c'était devenu presque un copain. Mais manque de bol, ça ne va plus. Ça va plus. Je ne sais pas pourquoi. Hein, ça peut être à cause de lui, ça peut être à cause de l'entreprise, ça peut être à cause du marché. Mais la logique, c'est qu'il faut se séparer de lui parce qu'on n'arrive pas à trouver une autre solution. Alors la logique, la première, c'est de tout faire pour qu'il reste, de voir comment on peut produire autrement, produire plus, fabriquer autre chose. Mais si c'est la décision qu'il faut prendre, on peut essayer de le reclasser, de leur filer un copain qui, lui, peut le faire. Mais parfois, on est obligé quand même de prendre des décisions dures. Et c'est celles qui ne font pas plaisir. Alors, on a parfois des gens qui attendent, qui reportent la décision. Puis finalement, c'est l'entreprise qui trinque. Parce que tant qu'il est là
Et s'il est là et qu'on avait un doute, c'est qu'il y a un problème de rentabilité, peut-être même un problème de justification de la présence du salarié. Donc, si on le laisse et qu'il coûte tous les mois un salaire, qu'il coûte tous les mois des charges sociales, on a vite fait de couler la boîte. Donc ça, c'est certainement, pour moi, en tout cas, c'était les décisions les plus difficiles à prendre. Même quand j'avais des gens qui ne travaillaient pas bien. C'est toujours difficile parce qu'on est des humains, on a choisi d'embaucher le gars, donc c'est quelque part qu'on l'appréciait, hein, qu'on croyait en lui. C'est vrai que prendre la décision inverse, c'est quelque part se remettre en cause soi-même. Est-ce que j'avais choisi le bon? Est-ce que j'étais moi-même mauvais? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise, c'est un peu le chef, le patron lui-même. Donc, il se vend lui-même, mais il se critique lui-même et il se punit lui-même aussi. Ça, c'est les côtés qui font probablement que de nombreuses personnes ne veulent pas créer d'entreprise. Mais moi, c'est pas le côté que je regarde. Moi, je m'éclate beaucoup dans la création d'entreprise. Et la seule chose qui me manque aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un peu la production. Par rapport à ma carrière que j'ai eue avant, le fait de fabriquer quelque chose et de le vendre, c'est encore un autre plaisir que de rendre une prestation de service ou un conseil encore pire. Est-ce qu'on a des questions? Manifestez-vous. Personne n'a de questions. Peut-être, alors Abdeslam, comme il est déjà en création d'entreprise, il a lancé son activité. Si Abdeslam, là, tu souhaites intervenir et prendre la parole pour poser des questions, plus peut-être, voilà, concernant toi, ce que tu as créé, n'hésite pas, c'est le moment, voilà, d'avoir des conseils et des avis d'un expert. Et il y a Anissa qui met, il faut avoir une compétence en gestion de conflit. Oui, bien sûr. La meilleure compétence en gestion de conflit, c'est de ne considérer aucune situation comme un conflit. Tout simplement. Mais ce n'est pas facile. Parce que quand on a un salarié qui vient fâché et qui n'a pas envie de faire ce qu'on lui a demandé, c'est un conflit. Quand on a un client qui vient pas content de ce qu'on lui a vendu, évidemment, ça peut être un conflit. La solution, et c'est ce que je travaille moi la plupart du temps aussi beaucoup avec les chefs d'entreprise que j'accompagne, c'est le développement personnel. Je suis en train de préparer, moi, parce que je l'ai vu, hein, je fais ce métier là depuis 1 an, j'ai vu à quel point, d'accord, c'est du pilotage d'entreprise, mais en même temps que l'entreprise, on pilote le chef d'entreprise lui-même. Et lui, il a un moral en haut et en bas. Donc, je suis en train de préparer une formation de coach pour pouvoir vraiment accompagner humainement aussi les personnes, avec les bons mots, les mots qui apaisent. Parce qu'un conflit, c'est quoi? C'est 2 personnes qui ne sont pas d'accord. Mais ça peut se régler en se mettant autour d'une table, en buvant une bière, et puis en discutant de pourquoi on n'est pas d'accord, quels sont les points de vue. Ça peut aussi se régler à coup de recommandé AR devant le tribunal, et pourquoi pas à coup de sabotage et de pierre dans la vitrine du concurrent. Oui. Tout dépend de ce qu'on appelle conflit. Donc en fait, j'ai envie de dire une compétence en gestion de conflit, non, mais il faut avoir une grande confiance en soi. Et ça se travaille aussi, ça. Hein. Moi-même, j'ai travaillé la mienne. On n'est tous que des hommes. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que le chef d'entreprise, c'est un humain. Et ce n'est pas un surhomme. Donc, il ne faut pas, quand on est chef d'entreprise, se fixer la barre trop haute, se mettre vouloir tout savoir, vouloir être parfait, vouloir tout réussir. Non, non. Assurément, quand on est chef d'entreprise, on se plante plus souvent que les autres. Parce qu'on essaie des tas de choses, parce qu'on découvre des tas de choses, parce qu'on n'a pas le choix, on essaye. Et puis, ce qui est bête, c'est de refaire 3 fois la même bêtise. Hein. Après, on parlera dans une entreprise qui se structure un peu d'amélioration continue. Ce n'est pas pour rien. Il faut apprendre de ces, j'allais dire échecs, il faut apprendre de ces apprentissages. L'échec n'existe pas. Hein. C'est aussi Churchill qui le disait. Hein. Bien sûr. Sevdin donc, nous a rejoint, il a eu quelques soucis pour se connecter. Donc, Sevdin, je te laisse juste couper ta caméra. On va terminer la première partie de l'atelier et je te donnerai la parole pour que tu puisses te présenter avant d'embrayer sur la seconde partie. Donc là, Sevdin, on est sur la première partie, la création d'entreprise. Donc, si jamais il y a des questions qui te viennent par rapport à ça, n'hésite pas à les poser dans le fil de discussion. Donc, il y avait Abdeslam qui souhaitait intervenir. Donc, il va ouvrir son micro et puis, je le laisse éventuellement poser ses questions en direct pour que tu puisses y répondre, Vincent, directement. Oui, merci Kevin et merci Vincent. J'avais 2-3 questions. Alors, je ne sais pas si je suis le seul à vouloir créer une entreprise. Je m'y suis matriculé assez rapidement et j'ai fait mes recherches pour proposer une offre autour du conseil et de la formation auprès des structures sportives. Et pendant le confinement, et en discutant notamment avec Kevin et Olivier, j'ai eu la chance de suivre une formation pour refaire mon business model et je souhaite là maintenant développer le sport entreprise. Et ça rejoint un peu votre parcours.
le fait de sans cesse prendre soin des salariés, comme la formation que vous avez pu suivre en coaching. Et c'est un peu ce que je souhaite faire. Moi, je suis dans les Ardennes, auprès des entreprises ardennaises pour le moment, mais je me suis heurté à pas mal de solitude, qui contacter pour avoir de l'aide sur si je partais bien ou si je partais mal dans ma création. Et puis bon, avec NQT, avec Olivier notamment, on échange pas mal sur le sujet, donc ça va beaucoup mieux. Mais là, la question, c'est est-ce que, selon vous, la période actuelle, post-confinement, elle est propice à contacter certaines entreprises pour le moment, moi, ma vision des choses, c'est elles devraient changer leur façon de faire et justement passer par ces soins, entre guillemets, enfin les services que je propose, donc le bien-être, la santé, la remise en forme. Mais j'ai aussi dans ma tête la petite voix qui me dit, moi, mais là, elles ont souffert et ce qu'elles pensent en priorité, c'est la productivité. Et je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que c'est en juin, cette période-là, qui va en plus précéder les congés d'été, est-ce que c'est la bonne période ou pas selon vous? Ou est-ce qu'il faut commencer petit à petit puis attendre septembre? C'était vraiment. Je suis un peu bloqué par rapport à ça. Je suis en plein démarchage, à vrai dire. J'ai fini tout ce qui est site internet, mes mails, mes plaquettes. On va dire que je suis prêt à me lancer pour voir si ça va marcher. J'aimerais bien tester une fois ou deux en direct, quoi. Mais le souci, c'est que les 2, 3 premiers échos que j'ai eus de retour, c'était bon, c'est super, mais on a besoin d'être plus concentré sur la reprise d'activité, faire du chiffre et la productivité. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des réponses à me donner, je suis tout oui. Ok, les réponses, elles vont comporter quelques questions, mais d'abord, j'ai envie de dire, mon avis personnel, il est que le confinement, il a forcément apporté des stress, les équipes vont se retrouver et ça va pas être simple. Donc, pour moi, quelque chose d'original comme ça peut être tout à fait un bon élément pour accompagner la reprise. Donc moi, je ne vois pas de raison d'attendre. Sur le plan de votre travail à vous, de ton travail, Kevin, pas de Kevin, Deslam, l'activité, l'action est toujours supérieure à l'attente. Et tu ne seras jamais prêt, tu n'auras jamais fini, tu ne seras jamais ficelé. Si tu attaques tout de suite, tu vas commencer à te faire connaître. Et ce n'est pas parce que tu vas avoir une entreprise qu'elle va dire « Ah, mais bonjour à Deslam, je n'attendais que toi, bien sûr, viens, on va signer tout de suite. » Ça arrivera, pourquoi pas, hein, ce n'est pas exclu. Ça arrivera, mais ce sera l'exception de l'exception. La plupart du temps, ce sera « Ah oui, c'est intéressant, on verra plus tard, machin. » Donc, c'est ce que nous, on appelle semer des petites graines. Donc, il faut y aller, il faut rencontrer du monde, il faut aller dans les clubs d'entreprise, dans les réseaux, il faut présenter ce que vous faites. L'essentiel, c'est que les gens comprennent ce que vous faites, que ça les amuse un petit peu, parce que c'est quand même quelque chose d'assez, comment dire, subjectif, hein, ce que vous allez apporter du bien-être, hein, comment ça se mesure et tout ça. Donc moi, je pense que dans ces conditions, c'est ce que j'applique même à ma prestation, parce que ma prestation est subjective aussi. Le chef d'entreprise, oh, il vient, l'autre, là, il va me conseiller, pourquoi est-ce qu'il sait, est-ce que je ne sais pas. C'est la prospection dans l'entreprise, c'est certainement la période la plus difficile. C'est-à-dire, j'ai mon idée, tout est prêt, et maintenant, comment je la fais passer sur le marché? Il faut être patient, il faut être très méthodique, il faut être bien organisé au niveau de son CRM. Hein. Il faut savoir qui vous avez vu, il faut noter vos clients, il faut que vous sachiez ce client-là, je le sens, le gars me plaît, l'entreprise est belle, je vois qu'ils font déjà, je ne sais pas moi, une autre activité comme ça pour faire plaisir aux salariés, donc je sais qu'ils sont intéressés, donc je vais le travailler au corps, et c'est peut-être au bout de la 6, 8, 9e fois que tout d'un coup, vous arriverez en même temps qu'un budget ou qu'une opportunité, ou alors que le DRH pensera à vous et qui vous appellera. Donc la prospection, c'est le moment le plus difficile, il ne faut surtout pas se décourager, ça prend du temps, hein, c'est vraiment, l'entreprise, c'est aussi l'école de la patience, hein. J'essaye, je teste, je sème, je récolte beaucoup plus tard. Donc, n'attendez pas septembre pour vous lancer si vous êtes presque prêt, puisqu'on n'est jamais complètement prêt. D'ailleurs, si vous faites des erreurs, vous les ferez maintenant et vous ne les ferez pas dans 3 mois, donc vous aurez gagné 3 mois. Et puis, tout le monde en fait. Et puis, j'ai envie de dire, si les gens vous disent aujourd'hui, on est plus concentré sur la productivité, vous vous adressez à qui dans les entreprises? Ou tu t'adresses à qui? Je m'adresse principalement au DRH.
Et le DRH te répond, on est concentré sur la productivité. Bah là, j'ai contacté 2-3 entreprises de mon cercle proche et d'une manière informelle. Et ce qu'il m'a dit, c'est que dans l'entreprise, dans leur comité d'administration, c'était pas la priorité, mais qu'ils y songeaient. J'ai contacté une maison de champagne en fait qui me suit pour la fondation La Deuxième Chance. C'est Piper et Sec sur Reims, qui m'a dit votre idée est bonne, peut-être même innovante dans le bassin où je me trouve, mais ça tombe peut-être au mauvais moment. C'est les mots qu'il m'a dit pas plus tard que lundi. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, bon, en période normale, entre guillemets, j'aurais peut-être eu moins de difficultés, c'est sûr. Après, voilà, je suis un peu dans le flou en me disant, bon, est-ce que je vais gaspiller toutes mes cartouches et puis recommencer en septembre, ou est-ce qu'il vaut mieux partir petit et justement repérer ces petites erreurs dont vous parliez et ne pas les reproduire en septembre? C'est cette phase de prospection et c'est un challenge pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai des opportunités sur Paris ou sur Lyon, notamment dans des grosses structures d'événementiel sportif ou de la communication autour du sport ou des fédés. J'ai même été, avant ça, chargé de développement dans une bonne fédé, donc j'avais un bon poste, mais je me lance ce challenge parce que j'ai envie de proposer, et ça rebondit à ce que vous évoquiez tout à l'heure, les valeurs de chacun. Moi, c'est pas tant l'aspect financier qui m'intéresse le plus, c'est me lever le matin et me lever en faisant quelque chose que j'aime. Et en étant mon propre chef, entre guillemets, ça me met une pression parce que je vous avoue que je ne sais pas si certains d'entre nous ont eu ou ont ces moments où on a un peu, entre guillemets, la flemme, quoi, tout simplement. Ça m'est déjà arrivé pendant une journée de me dire, bon, ben ouais, mais certes, je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est fatigant, mais au final, j'ai rien en face. Il faut que j'attende 3 jours un mail d'un organisme. Et tout ça, je le ressens un peu moins parce que je suis un peu plus accompagné, mais je le ressens parce que je vois que le discours, il est un peu plus porté sur la productivité dans les quelques retours que j'ai eu pour le moment. Je pense que ce sera toujours le cas, hein. Il ne faut pas que tu te fasses d'illusions. Et les gens qui vont répondre favorablement à ta proposition, ce n'est pas 80% du marché, hein. C'est plutôt 20%. C'est Pareto, mais à l'envers. Donc, le problème, c'est de trouver les 20%. Et j'ai envie de dire, là, ce qui t'est arrivé avec la personne qui te dit c'est pas le bon moment, mais c'est banco, c'est une médaille pour toi. Tu as trouvé un gars qui te dit moi, ça m'intéresse, mais c'est pas le moment. C'est pas grave, tu vas le rappeler en septembre. Par contre, si tu n'appelles qu'en septembre, là maintenant, si tu fais ça pendant 3 mois et en septembre, tu es prêt, tu appelles tous les jours des gens qui sont déjà intéressés parce que tu leur as déjà proposé et qui t'ont pas directement fermé la porte au nez, ça va être un mois de septembre super productif. Alors que si en septembre, tu commences ta prospection, en septembre, tu auras peut-être la même réponse. Ah oui, mais c'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'ils se sont branchés sur autre chose. Alors que comme là, ils t'auront déjà dit, c'est pas le moment. Ils diront, ah oui, c'est vrai, il m'avait appelé. Attends, on va quand même au moins le recevoir. C'est pas encore un contrat, mais c'est un pas en avant. Donc l'idée, elle est de pas baisser les bras. Il faut continuer la prospection. Je vois des gens qui parlent de LinkedIn, Viadeo et tout ça et tout. LinkedIn, Facebook, c'est important aussi au niveau d'une activité comme la tienne. Et puis après, j'ai envie de dire, il faut peut-être proposer des ateliers, des présentations de ce que tu sais faire pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux gens. Mais ça, tu pourras le faire que quand tu auras contacté les premières personnes qui seront intéressées. Donc, au contraire, lance-toi maintenant, dégrossis le terrain, note les entreprises et les contacts que tu as eus pour à la fin arriver à une bonne centaine de gens qualifiés où tu sais qu'il y a un intérêt parce qu'il y a déjà eu un petit début de contact. Et n'oublie pas la règle commerciale qui est d'avoir entre 5 et 8 contacts au moins avec une personne avant qu'on puisse transformer vraiment la relation en partenariat ou en début de quelque chose. Il faut d'abord se montrer, il faut être présent, il faut se faire connaître. Il faut peut-être trouver des clubs de chefs d'entreprise de ta région et t'y inscrire, même si ça coûte un peu de sous, pour avoir le droit de les rencontrer, pour avoir le droit de leur présenter ce que tu fais. Et à partir de là, ça viendra. Mais ça ne viendra pas vite, hein. Ça ne viendra pas vite. Et on est sur une niche de marché. Il faut trouver les gens que ça va intéresser. Et après, il faut encore les convaincre. D'accord, ça marche. Mais je vous remercie. Après, c'est vrai qu'il y a certaines choses que vous évoquez auquel j'ai pensé, notamment pas un BNI, mais c'est un concurrent du BNI dans les Ardennes, on appelle ça le Made in Ardennes Business Club.
Ok. C'est des chefs d'entreprise qui permettent le réseautage. On m'a proposé justement, en discutant avec un des chefs un de ses fondateurs, voilà, de ce Made in Ardennes Business Club, il m'a proposé justement, après l'échange que j'ai eu par téléphone avec lui, pourquoi pas de créer ce Made in Ardennes Business Club, mais version jeune. Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres départements, mais ici, on n'a pas tellement d'opportunités. Vous travaillez avec l'ADI, donc l'ADI existe ici. Il y a Cité Lab. Après, vous avez facilement la Chambre de commerce et d'industrie. Mais il n'y a pas tellement de dispositifs pour l'accompagnement. Alors que moi, ayant fait quelques années d'études à Reims, rien que sur Reims, il y a déjà beaucoup plus de choses possibles pour un jeune qui se lancerait dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on a des territoires en France qui sont moins développés que d'autres, mais ça n'empêche. Hein. Au Ah oui, contraire, non, bien les sûr, territoires qui sont un peu, j'ai envie de dire, moins favorisés, ils ont peut-être une plus grande ouverture d'esprit et un meilleur accueil pour une proposition un peu innovante. C'est clair. Je pense que de toute façon, il faut construire ces nouveaux dispositifs dans les Ardennes. C'est pour ça aussi que je me lance dans les Ardennes. On me dit souvent, c'est peut-être pas le bon territoire par rapport à des métropoles où il y a peut-être plus d'entreprises du tertiaire qui sont fans de ce genre d'offres. Parce que mon offre, en gros, c'est améliorer la qualité de vie au travail, mais intervenir dans une entreprise dite de bureau, c'est un peu plus facile que dans un bassin ardennais où il y a beaucoup plus d'industrie. On a PSA, Unilin, qui sont des entreprises où intervenir à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Et on m'a souvent dit ça aussi, on m'a dit, bon, les Ardennes, entre guillemets, fuient. Et moi, j'ai pas envie de justement créer ailleurs qu'ici, parce que j'ai envie de créer de la richesse dans le département où j'ai vécu, quoi. Bravo, ça c'est une vraie valeur, ça c'est une vraie motivation. J'ai envie de le faire là, chez moi. Et en plus, moi j'ai envie de dire, si vous dites ça aux gens, les gens ils vont avoir envie de vous aider. Le gars là qui vous invite dans son Mélina Business Ardennes, déjà demandez-lui sans adhérer, parce que ça coûte des sous, d'avoir le droit de présenter votre savoir-faire à tous ces chefs d'entreprise. Ils cherchent des gens qui vont animer une réunion mensuelle en faisant pendant un quart d'heure la présentation de ce qu'ils font. Et puis peut-être que là, du coup, ça vous déclenchera de contacts. Et hop. Et en plus, si c'est des contacts qui viennent après ça, c'est des gens qui sont vraiment intéressés. Donc, c'est les fameux contacts qualifiés qui, en septembre, feront partie de votre liste de priorités. Quant à la création d'un club pour les jeunes, pourquoi pas, suivez-le. Vous savez, ça va vous prendre un peu de temps, mais derrière, vous aurez son appui. Donc, vous aurez toutes ces entreprises qui vont être informées de ce qui se passe. Ça, pour vous, c'est de la notoriété. Et pour vous, c'est bien la preuve que ce patron, si on veut, quelque part, puisque c'est un patron de club, il est intéressé par ce que vous faites. Et il y croit quelque part dans sa tête, sinon il ne vous proposerait pas tout ça. Donc pour moi, c'est encourageant. Ça marche. Je ne vais pas trop développer. Si on le peut, on pourra échanger par mail ou par téléphone. Oui, l'objectif, c'est aussi que vous puissiez rentrer en relation via LinkedIn, bien évidemment, le réseau social professionnel par excellence. Donc, n'hésitez pas, avec l'accord des mentors, je pense pas que ça leur posera problème, de noter le nom et prénom des mentors. De toute façon, je vous enverrai à l'issue de l'atelier un récapitulatif et compte rendu où vous aurez le nom, prénom et la fonction de la personne. Donc, toutes les personnes présentes sont présentes sur LinkedIn. Donc, vous pourrez bien évidemment entrer en relation avec elles et leur faire un petit coucou pour dire j'étais présent à l'atelier, est-ce que je peux garder contact? Donc, sans aucun problème. Donc, je te remercie Abdeslem et Vincent. Il y a eu également dans le fil de conversation des interventions intéressantes des jeunes et des mentors. Donc Gilda, par rapport à l'aspect team building sur le sport, donc ça peut être un argument pour entrer dans une entreprise. En effet, c'est très en vogue en ce moment, notamment par les temps qui courent. Mathilde qui pense notamment au co-branding, réseaux sociaux, influenceurs, dossiers de présentation, et un outil que je ne connaissais pas, hunter.io. Où Anissa nous dit que si on s'y inscrit, on a 50 contacts d'entreprise a priori, et Olivier confirme que c'est gratuit et il n'y a aucun problème de spam.
Donc, bah, n'hésitez pas comme ça à réagir sur le fil de conversation. C'est très bien, ça enrichit les échanges. Donc, voilà, il est 15h39. On est dans les temps. J'avais dit 15h40, c'est merveilleux. Donc, on va pouvoir, avant de passer à la seconde partie, donc déjà, je te remercie, Vincent, pour cette intervention qui était très qualitative. Je pense que, voilà, notamment pour Abdeslam qui est dans le dur, c'est le cas de le dire, ça l'a beaucoup aidé. Et puis, bah, bien évidemment, tu pourras rééchanger avec lui sans aucun problème pour d'autres questions. Merci à Donc, vous tous. Et puis, je vous ai mis mon adresse mail dans le chat. Ça, vous pouvez me contacter s'il faut. Merci à tous et bonne chance, bien sûr. Alors, maintenant, donc, je vais demander à Sevdine de se présenter rapidement, juste nom, prénom, le dernier diplôme obtenu, est-ce que tu recherches avant qu'on passe à la deuxième partie de l'atelier? Nous t'écoutons, Sevdine. Bonjour, je suis Sevdine Ouichi. J'ai fait l'ingénierie en Tunisie. Vous m'entendez bien? Oui, ça va, oui, on t'entend bien, oui. D'accord. J'ai fait une licence après le bac. J'ai fait une licence et une ingénierie en Tunisie. Après, j'ai travaillé pendant 1 an dans le domaine du génie civil, construction de bâtiments, tout ça. J'ai travaillé comme conducteur de travaux et après, je suis venu ici en France en 2018 pour faire un master M2 en génie civil, spécialité énergie du bâtiment. Et j'ai terminé les études au mois de septembre. Et du coup, depuis le mois de septembre, je cherche un travail dans le domaine. Mais avec le confinement, c'est très, très difficile d'être embauché. Comme vous savez, c'est ça le problème. Très bien. Bah, écoute, n'hésite pas dans le fil de conversation à remettre l'objet de ta recherche précise. Si jamais, voilà, au sein donc de l'atelier, il y a des personnes qui auraient éventuellement, voilà, des contacts à te donner en plus de celui que tu as déjà avec l'un de nos mentors, Frédéric Molinero. Voilà, n'hésite pas. Et on va passer donc à la deuxième partie de l'atelier. Je te remercie, Sevdine. Merci à vous. Alors, donc sur cette deuxième partie, on va appréhender la préparation de l'entretien, comment se vendre en entretien, avec notamment des conseils pour les préparer au mieux, donc tout le travail préparatoire en amont d'un entretien qu'il faut faire, les questions inévitables, bien évidemment, qu'on n'échappe pas et où on les prépare, mais peut-être pas suffisamment, et également les questions sur la rémunération, où on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'on doit dire, si on ne s'est pas renseigné avant sur les fourchettes de salaire sur le métier sur lequel on postule, et éventuellement les éventuels avantages en nature, par variable et autres, qui peuvent être sujets à d'éventuelles négociations. Donc, je vais donner la parole pour commencer à Gilda. Donc, il y a Gilda, Guillaume et Yves qui vont intervenir sur cette deuxième partie, à raison de 10 minutes, un quart d'heure par mentor. Donc, Gilda, je te laisse la main pour commencer, s'il te plaît. Hop. Rebonjour à tous. Voilà, donc on va parler des entretiens individuels. Alors déjà, un entretien, ça se prépare, c'est exactement ce que j'ai pas fait ici, c'est-à-dire préparer. Donc il faut toujours arriver préparé à un entretien. Alors moi, je saurais pas vous raconter, parler d'avantages en nature ou autre, parce que j'ai pas forcément négocié ça moi de mon côté lors d'entretiens que j'ai pu avoir. Si moi j'ai plusieurs conseils à donner pour des entretiens, ce serait déjà de s'intéresser à l'entreprise dans laquelle vous allez passer un entretien. C'est-à-dire que vous arrivez dans une entreprise et si vous avez au moins regardé leur site internet, leur cœur de métier, quel business ils font, eux, pourquoi ils sont là, cette entreprise, qu'est-ce qu'ils recherchent. Attendez, excusez-moi. Il y a énormément d'orage chez moi, donc si ça coupe, c'est l'électricité. Et donc voilà, donc intéressez-vous à l'entreprise que vous allez aller voir. Et ensuite, bon, moi j'ai un stagiaire en ce moment de NQT. Voilà, je lui ai dit aussi de passer les entretiens qui l'intéressaient pas forcément. Par exemple, il n'est pas forcément intéressé par le secteur bancaire. Je lui ai dit, mais un entretien, ça reste une expérience. Donc même si vous n'êtes pas forcément intéressé par le poste, n'hésitez pas à en faire un maximum, parce que c'est de l'expérience. Il y a toujours un moment où un recruteur va vous poser une question qui vous déstabilise. Et ben, quand vous passerez un entretien qui vous intéresse plus, si on vous pose la même question et que vous êtes déjà passé par cette question qui vous a déstabilisé la première fois, la deuxième fois, on sait très bien qu'on y réfléchit et que voilà, vous allez rentrer le soir. Et souvent, quand on argumente avec quelqu'un, 2 jours après, on se dit « Ah, j'aurais dû dire ça ».
et ben voilà, là ce sera la même chose, vous saurez quoi dire pour un prochain entretien. Donc ça c'est assez important. Aussi, bon, j'ai fait des entretiens moi comme ça. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est aussi de se dévaloriser. Ça c'est quelque chose. Voilà, on a du mal à trouver un emploi ou on a du mal à créer son entreprise et on veut obtenir de l'argent et puis on se dévalorise devant le banquier ou on se dévalorise devant le recruteur. Alors ça, bon, moi j'ai pas l'expérience nécessaire, mais peut-être d'autres pourront en parler sur la question, par exemple, des défauts. Quels sont vos défauts? Alors il y a toujours la réponse bateau de dire je suis trop rigoureux, c'est un défaut. Voilà, je pense que ce genre de questions qui sont connues, il faut les préparer et surtout ne pas dire se dévaloriser à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut dire un défaut, mais en même temps, voilà, il faut que ce soit presque un défaut qualité. Donc la rigueur, c'est le plus facile, tout le monde le dit. Voilà, il faut essayer d'être aussi un peu original et aussi de chercher parfois qu'est-ce qu'on veut nous faire dire à travers une question. Donc, par exemple, si on vous dit si vous vouliez, si vous pouviez revenir dans le passé, qu'est-ce que vous ferez de différent? Voilà, une question. Alors, ça peut être sur votre parcours professionnel, sur vos études, etc. Voilà, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, mais on cherche à voir si vous savez tirer des leçons de ce que vous avez fait. Comment vous analysez ce que j'ai fait avant, comment j'aurais pu le faire autrement. Est-ce que vous dévalorisez ce que vous faisiez avant ou pas? Voilà, c'est surtout une capacité à se remettre en question. Voilà. Parfois, la question, il faut chercher qu'est-ce qu'on cherche à savoir à travers cette question. Donc ça, c'est important de se poser ces questions-là. Et justement, de passer plusieurs entretiens, ça vous permet de penser à ça, voilà. Ça, c'était une première chose sur voilà, déjà décrocher un entretien, etc., y aller. Moi, je vous conseille aussi, une fois que vous avez passé l'entretien, ajouter les gens sur les réseaux. Pareil, quand vous envoyez votre lettre de motivation, si le recruteur il a laissé son nom, son prénom, essayez de le chercher sur les réseaux, LinkedIn, etc. Ça vous permet aussi d'avoir un réseau parce que la personne, peut-être aujourd'hui, elle n'a pas de place pour vous, mais demain, elle peut très bien en avoir une et se dire ah bah tiens, cette personne, elle m'avait ajouté sur LinkedIn. Il y avait 5 candidats, mais il n'y en a qu'un qui m'a ajouté sur LinkedIn. Bah, c'est à lui que je vais demander en premier. Et vous obtenez une première place comme ça. Alors bon, moi je parle plus pour décrocher un entretien, mais pour décrocher un entretien, autre solution, pareil, j'entends souvent ah j'ai envoyé 30 lettres de motivation. Alors, bah, c'est bien, mais si vous rappelez pas, alors je parle pas de rappeler le lendemain, mais 15 jours après, si vous rappelez pas, essayez d'appeler. Alors, vous pouvez faire la relance par mail, on n'a pas toujours malheureusement le numéro de la personne, mais en général, on trouve le numéro d'une entreprise. Par exemple, si on dit: «Je veux m'adresser à telle personne», il y a une secrétaire au bout qui a son numéro de poste interne et qui pourra le joindre. Donc n'hésitez pas à appeler. C'est vrai que c'est un exercice difficile. Surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément d'expérience, on se sent pas forcément légitime à appeler. Mais un coup de fil, ça vaut largement 100 emails. Moi, je vois dans le quotidien de mon travail, des fois on s'échange 50 mails et puis au bout d'un moment, on décroche le téléphone et puis on règle le problème en 2 minutes. Parce que le mail aussi, à l'écrit, on ne sait pas forcément comment la personne le dit. On se dit: «Ouh là là, cette personne est agressive» et puis en fait, on la rappelle direct après et puis, en fait, la personne, c'est juste, elle est pressée, elle est en train de faire autre chose, donc elle a écrit ça rapidement. Il n'y a pas forcément les formules de politesse et cetera, mais ça ne veut pas dire que c'est agressif. Voilà, donc au téléphone et déjà les gens sont beaucoup moins, agressifs, au téléphone que par écrit. On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on commande tout et n'importe quoi, les gens sont derrière leur écran et se croient un peu tout permis. Mais finalement, si vous vous retrouvez en face de la personne ou alors déjà au téléphone à voix, ça change déjà beaucoup de choses. Et pour moi, donc là, je vous explique plus comment on peut décrocher un entretien, mais voilà, ça c'est le genre de choses qui sont quand même assez importantes pour moi. Le réseau LinkedIn, même là, vous pouvez m'ajouter. Moi, je suis dans le secteur informatique, j'ai pas l'impression ici qu'il y ait quelqu'un dans le secteur informatique. Par contre, moi, j'ai fait du projet dans
pas mal d'entreprises. J'ai fait voilà, énormément de boîtes à Paris, en Allemagne, etc. J'ai des gens sur LinkedIn qui peuvent se dire, tiens, qui il a comme contact? Ah, il a lui, puis un jour, il y en a un qui like telle news, et puis l'autre, il dit, ah, tiens, lui, il aime bien ça, etc. Bon, voilà, le réseau, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Donc, des fois, ajouter des gens, même en se disant, bon, je sais pas trop ce qui peut m'apporter, voilà, il faut bien se dire qu'il suffit d'une personne, d'un contact pour décrocher un job. Moi, pour reprendre mon expérience personnelle, j'ai rencontré évidemment plein de gens, mais il y a une personne qui m'a dit contacte cette personne. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis en poste. Donc ça a quand même cadré plus de 10 ans de ma vie. Et j'ai d'ailleurs migré de... Voilà, aujourd'hui, je ne suis plus en Anjou, je suis à Strasbourg. Oui, voilà, il me reste 5 minutes. Déjà, c'est bien, je pensais pas en tenir 5, mais voilà, je sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je dis. Si vous avez des difficultés, par exemple, c'est vrai que moi, j'insiste sur le fait d'appeler et d'ajouter sur LinkedIn un recruteur qui reçoit 30 CV. Si on l'appelle, il remet le CV en haut de la pile. Alors bon, c'est un peu cliché et c'est pas toujours vrai, mais techniquement, moi, si je vois 3 CV et qu'il y en a un qui m'a déjà appelé une fois, et en plus que j'ai eu au téléphone, donc je vois sa voix, il y a un côté empathie. L'empathie, ça joue beaucoup. Donc on reste des humains, comme l'a dit Vincent sur sa présentation, on est des humains. Donc voilà, l'empathie, c'est quelque chose qui se crée. Et on va prendre à 2 CV identiques, on va se dire, ah bah ouais, mais lui, je l'ai eu au téléphone, il m'a l'air sympa, bah, je vais aller vers lui. Alors que peut-être même que l'autre a un CV un peu supérieur, mais le fait d'avoir appelé, voilà, vous pouvez décrocher un entretien comme ça. Et une dernière chose pour finir, Kevin, lorsque vous avez un entretien, dites-vous bien que l'entreprise, si elle vous fait venir, ça veut dire qu'elle prend des ressources, des richesses, comme dirait Vincent, justement pour vous, et ça veut dire qu'ils ont, quelque part, ils ont un besoin derrière. Donc quand vous passez un entretien, l'entreprise a besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin d'elle. Mais n'oubliez pas que c'est un échange qui va dans les 2 sens. Voilà. C'est tout pour moi, Kevin, si tu veux reprendre, si vous avez des questions. Eh bien, bah, les jeunes, oui, n'hésitez pas, comme je vous ai dit dans le fil de conversation, à poser vos questions. Et du coup, avant de passer à Guillaume, donc je te remercie Gilda pour tous ces conseils précieux et très important le fait en effet de l'appel téléphonique, de l'aspect humain, parce qu'en effet, souvent, c'est un envoi de candidature, ça tombe dans l'oubli et la personne ne sait pas mettre, hormis le visage sur le CV, une voix ou autre. Donc, l'idée d'appeler et notamment de relayer sur LinkedIn, tout de suite, ça fait tilt et ça peut être déclencheur d'une éventuelle rencontre et d'un entretien par la suite. Donc, je te remercie pour ces conseils. Et je reprends ma caméra. À Guillaume, une petite intervention d'Olivier qui m'a fait la demande, qui vous souhaitait intervenir. Oui, je voulais rebondir sur la dernière phrase de Gildas, ça tombe très bien, justement. On n'est jamais invité à un entretien pour rien. C'est-à-dire que quand on est invité à un entretien, c'est un investissement d'argent pour l'entreprise qui vous a invité. D'abord, elle a fait l'effort de trier votre CV. En général, il y a 3 tris sur les CV, donc vous êtes déjà issu d'une sélection. Elle a décidé de vous consacrer du temps. Or, le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans une entreprise. Donc, c'est un élément que vous devez avoir en tête, c'est une vraie opportunité. On ne fait jamais se déplacer un candidat pour rien. La seule question, et je pense qu'elle va être abordée par d'autres intervenants que vous devez vous poser, est toujours une question intéressante quand vous êtes invité à un entretien et que vous vous demandez pourquoi vous êtes invité. Parce qu'il y a des fois, on le sait, c'est juste qu'on attend, puis des fois, on a écrit, puis on se retrouve invité à un truc, et on se dit, mais pourtant, sur le papier, je n'avais pas trop le profil. Donc là, dans chaque entretien qu'on prépare, on se demande finalement, au-delà de qu'est-ce que je vais pouvoir vendre, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne me prend pas? Et ça, c'est un élément très important dans l'entretien. Et si vous avez des entretiens dont vous êtes sorti et que votre conclusion, c'est qu'on ne vous a pas pris parce que vous n'étiez pas assez expérimenté, ben, je pense que vous vous trompez. C'est que vous n'avez pas su rassurer votre recruteur. Je laisse la main aux autres parrains et marraines, mais chaque entretien, c'est une opportunité. Merci Olivier pour ces conseils. Donc, on va passer à Guillaume.
pour son petit 10 minutes, un quart d'heure d'intervention. Il est 15h54, disons 55, donc jusqu'à 16h10. Nous t'écoutons, Guillaume. Ouais, je partage parfaitement ce que vient de dire Olivier, c'est que c'est prendre ce temps, saisir cette opportunité finalement de présenter pendant la durée d'un entretien, qui peut être plus ou moins long d'ailleurs, ça peut être 1 heure ou plus long encore, prendre cette opportunité pour défendre en fait pour défendre son parcours et défendre finalement son profil, pour montrer que finalement notre profil va permettre d'apporter un certain nombre de solutions, un certain nombre de services pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et ça, à mon sens, ça se fait en plusieurs étapes. Alors, sans revenir dans le détail par rapport à ce qu'a dit Gilda, je partage totalement, c'est-à-dire que pour moi, il y a un travail en 2 temps. Il y a le travail de préparation, bien sûr, du CV, la lettre de motivation, mais dans la continuité de ce travail-là, il y a le travail préparatoire à chaque entretien. Chaque entretien est différent, chaque recruteur est différent, chaque entreprise est différente, et qu'il est nécessaire à la fois de travailler sur l'acquisition de connaissances en fait, de l'entreprise dans laquelle on souhaite postuler ou l'entreprise qui nous a convoqué pour un entretien. Donc connaître ses valeurs, connaître ses projets. Après, c'est toujours délicat d'en connaître plus que son recruteur. Ayant déjà été dans cette situation, il faut toujours faire attention et faire preuve d'humilité. Surtout quand on est jeune diplômé, des fois on arrive à identifier des éléments que les recruteurs eux-mêmes ne connaissent pas sur les métiers. Surtout quand on a des profils plutôt techniques, les recruteurs qu'on a dans un premier temps ne sont pas forcément les supérieurs hiérarchiques, donc c'est pas forcément des opérationnels. Donc il est nécessaire de rester quand même assez neutre et généraliste. Sur la partie préparatoire, je souhaite insister sur le fait que l'idée c'est d'avoir un storytelling qui soit bien maîtrisé. C'est-à-dire que les informations que vous allez présenter dans votre CV et les informations que vous allez présenter lorsque le recruteur va vous poser des questions, ou vous posez la fameuse question, je vous donne quelques minutes pour vous présenter, c'est des informations que vous maîtrisez. C'est-à-dire qu'il est indispensable que tout soit travaillé et que tout soit maîtrisé. C'est-à-dire que si une question vous est posée, il faut que vous connaissiez la réponse, puisque finalement, c'est votre parcours et le recruteur, il ne le connaît pas. Donc, c'est vous qui pouvez raconter une histoire, et vous racontez une histoire en fonction de là où vous voulez aller, de vos valeurs, mais aussi des besoins de l'entreprise. Parce que l'idée quand même de ce temps d'échange, là, j'ai bien aimé ce qu'a dit Olivier, c'est qu'on est entre 2 professionnels. Et c'est difficile, parce que pour avoir été dans une situation comme la vôtre il y a encore quelques années, quand on est jeune diplômé, c'est très difficile de se mettre d'égal à égal avec un recruteur, d'être 2 professionnels à égalité quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle. C'est assez délicat, mais il faut essayer de se mettre vraiment dans la peau d'un professionnel qui recherche à apporter ses compétences pour répondre à un besoin de l'entreprise. Moi, je pense qu'il est aussi important dans ce storytelling que vous construisez, c'est que finalement, il puisse aussi être relativement adaptable. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes valeurs, toutes les entreprises ne recherchent pas la même chose. Le secteur dans lequel je travaille aujourd'hui, c'est un secteur où on va rechercher certaines compétences, alors que d'autres ne les chercheront pas forcément. Dans ces compétences, on distingue aussi les savoir-faire et les savoir-être. Et sauf erreur de ma part, je pense qu'en début de carrière, ce qu'on va rechercher, c'est des gens qui effectivement ont un diplôme qui ont un diplôme qui correspond aux besoins de l'entreprise, mais surtout un relationnel, puisque finalement entre 2 personnes qui ont le même master ou qui ont la même licence 3, finalement ce qui va les distinguer, c'est ce que disait à l'instant Gilda, c'est le feeling, ou tous ces éléments plutôt intangibles qu'on pourrait mettre sous la grande catégorie que vous avez lu un peu partout des soft skills, qui peuvent clairement faire la différence, en sachant qu'aujourd'hui dans la préparation, en fait, avant l'entretien, je pense qu'il est important que vous gardiez aussi en tête que la situation qu'on vient de vivre dans des 3 derniers mois a quand même eu énormément d'impact sur les entreprises. C'est-à-dire que travailler, en tout cas pour ma part, j'ai travaillé pendant 3 mois en télétravail intégral. Ça a changé beaucoup de choses et ça va faire se reposer un certain nombre de questions et potentiellement dans les recrutements rechercher des compétences qui n'étaient pas forcément recherchées en premier lieu, qui étaient importantes mais pas nécessaires. Je parle en particulier, c'est un peu dépensif, mais je pense que c'est important,
l'agilité, l'empathie, l'autonomie, la résilience. Aujourd'hui, la capacité de travailler en équipe tout en étant chacun devant son ordinateur, dans sa cuisine, dans sa chambre ou je ne sais où, c'est hyper compliqué. Ça demande vraiment des capacités assez importantes qu'il est nécessaire, à mon avis, aujourd'hui, en plus quand on est jeune, de démontrer, parce qu'il n'est pas aussi naturel que ça, quand on a une vingtaine d'années, d'avoir ces compétences-là, et encore faut-il le démontrer. Durant l'entretien, je pense qu'il y a aussi un élément qui est important, c'est tout ce qui finalement n'est pas de l'ordre tout ce qui n'est pas de l'ordre du verbal. C'est-à-dire que 30% à peu près du discours qu'on prononce, c'est finalement ce que vous avez travaillé, l'histoire que vous allez raconter, mais les 70% restants, c'est le non-verbal. Et ça, c'est très difficile à travailler. C'est-à-dire que la nervosité sera facilement identifiable par un recruteur plutôt chevronné qui arrivera assez facilement à détecter que vous n'êtes pas forcément à l'aise ou que peut-être vous racontez une histoire qui ne serait pas forcément vraie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit se travailler. C'est-à-dire que arriver à finalement être bien positionné sur sa chaise, être droit, regarder le recruteur ou la recruteuse dans les yeux, parler de manière posée, répondre sous un format assez court aux questions qui sont posées. Ça, c'est des éléments importants qui permettent aussi de démontrer un certain nombre de compétences que vous avez sans doute essayé de mettre en avant, soit dans votre lettre de motivation, soit dans votre CV. Typiquement, le calme, la rigueur, l'organisation. Tout ça aussi, ça se ressent quand vous êtes en entretien et quand vous répondez aux questions. De la même façon, les questions un peu plus poussées, les questions un peu ouvertes d'un recruteur, certaines nécessitent d'être organisées. Il n'est pas nécessaire forcément de faire une introduction, 3 parties et une conclusion, mais en tout état de cause, si vous voulez mettre en avant vos capacités d'organisation, il est indispensable, à mon sens, que dans les réponses que vous ferez, elles soient un tant soit peu organisées pour pouvoir démontrer votre capacité au recruteur de demain répondre aussi à ses attentes. Moi, je souhaitais revenir aussi comme j'ai eu un parcours un peu haché. J'ai fait mon tronc commun principal. Ensuite, j'ai travaillé. Ensuite, j'ai repris mes études. J'ai pas forcément fait ce qu'on attendait de moi quand je suis sorti d'école. J'ai pas eu un profil. Je rentre dans une grande entreprise et j'y reste jusqu'à la fin de ma vie. C'est vrai que ces profils-là commencent à être moins nombreux. Mais j'ai aussi quelques trous dans mon parcours. Et je pense qu'il est important parce que les recruteurs poseront toujours la question: qu'est-ce que vous avez fait cette année-là? Qu'est-ce que vous avez fait de telle date à telle date? Pourquoi vous avez fait ci? Pourquoi vous avez fait ça? Là, c'est pareil, ça se travaille. On peut considérer que c'est une faiblesse et on peut aussi considérer cette question comme une menace quand on ne s'y est pas préparé, mais je pense qu'il est indispensable de jouer franc jeu par rapport à des sorties de piste ou des erreurs de parcours, en sachant que moi je trouve que l'erreur de parcours c'est un peu négatif, même si on a connu des périodes de chômage, même si on a connu des périodes de difficulté ou de questionnement, je pense qu'il y a toujours manière à présenter finalement les choses pour toujours sortir par le haut d'un éventuel trou dans son CV, d'une éventuelle recherche de sens, parce que c'est pas parce qu'on a 20 ou 25 ans que forcément on n'a pas besoin de rechercher un sens à ce qu'on fait, à sa vie et là où on veut travailler. Mieux vaut finalement, en tout cas c'est ma perception personnelle, mieux vaut se poser les bonnes questions à 25 ans que d'avoir à se les poser à 35 ou à 40 lorsque la situation n'est quand même pas du tout la même sur finalement sa valeur sur le marché du travail. Alors Gilda n'a pas abordé le sujet des considérations salariales. Alors je trouve que c'est très délicat. Surtout quand on sort d'école ou de formation. C'est assez difficile de savoir ce qu'on vaut. Moi qui sors d'une école d'ingénieur, c'était un peu plus clair parce qu'on avait une bonne association qui précisait un peu les fourchettes de salaire. Donc, je pense qu'il est important d'aller en entretien avec une fourchette dans la tête.
mais que l'idée n'est pas d'aller négocier à l'euro près un salaire, surtout quand on est junior, même s'il est important de garder en tête qu'il y a effectivement le salaire brut, mais à côté de ça, on peut avoir un système de primes, on peut avoir un système d'intéressement, un système de participation, un 13e mois, un 14e mois. Ça dépend des entreprises, ça dépend d'un certain nombre de critères. J'ai tendance à penser qu'il ne faut peut-être pas, en tout cas pour les juniors, il ne faut peut-être pas être trop demandeur, parce que, ou à défaut, si vous souhaitez être demandeur et que vous avez des exigences spécifiques, c'est que vous êtes toujours prêt à faire des concessions. Ce qui m'amène dans un deuxième temps à parler des avantages plus en nature et à revenir en particulier sur le sujet du télétravail. Je pense que c'est d'actualité. Le télétravail, aujourd'hui, tout le monde a ce mot à la bouche et je pense qu'il sera important de l'évoquer aujourd'hui dans un entretien, parce que honnêtement, on s'est tous rendu compte qu'il était tout à fait possible de continuer à travailler, en tout cas pour les postes qui étaient éligibles, à continuer à travailler en télétravail dans des conditions qui restent à stabiliser naturellement dans le respect de la réglementation. Mais je pense que ça peut être aussi des éléments de concession, c'est-à-dire que vous aurez peut-être un salaire plus faible que vos prétentions, mais potentiellement des avantages type télétravail qui pourraient vous faciliter aussi la vie et trouver un équilibre entre la vie perso et la vie pro. Pour conclure, à la fin de l'entretien, je pense qu'il est indispensable aussi, quand c'est très courant, le recruteur pose la question « Est-ce que vous avez encore des questions ?» L'essentiel, c'est de lui redemander des précisions sur la poursuite et le processus de recrutement, enfin les étapes suivantes, pour que vous puissiez avoir un jalon. Avec ce jalon, vous pourrez éventuellement le relancer. Alors, pas forcément le relancer le lendemain, relancer quelques jours après. C'est jamais trop, jamais pas assez de relance, et jamais trop tôt et jamais trop tard. C'est vrai que c'est un peu délicat. Et je pense qu'il est assez intéressant aussi de demander un peu un retour d'expérience. Alors, je l'ai tenté une ou deux fois. Les recruteurs ont répondu, c'est finalement, ai-je, avec mon profil, répondu à vos attentes, ou que pensez-vous de moi à ce poste? Ce qui permet d'avoir, si le recruteur répond, d'avoir déjà un premier retour d'expérience du recruteur pour se faire une idée. Et enfin, je partage tout à fait l'idée de Gildas de dire, à la fin de l'entretien, c'est de se faire un petit retour d'expérience à chaud, de dire ce qui a fonctionné, en tout cas, le moment dans l'entretien où on s'est bien senti, les moments où on était plus en difficulté, pour pouvoir corriger demain face à un autre recruteur, ou demain lorsqu'on sera un professionnel, parce que de toute façon, le recrutement pour son premier emploi en présage finalement d'autres entretiens de recrutement dans le cadre d'une carrière qui sera sans aucun doute très longue pour chacun d'entre vous. Je te remercie, Guillaume, pour ces éléments d'info, mais la fin, en effet, où on demande est-ce que vous pensez que voilà, je suis fait pour ce poste, etc. Je trouve ça très pertinent. Enfin, moi, le premier, j'aime bien savoir, voilà, on aime tous savoir ce qu'on vaut et d'avoir une petite réaction à chaud aussi, ça permet de donner une petite tendance. Et je pense que c'est des questions qui ne sont pas posées en fin d'entretien. Et l'important, c'est à la fois l'entrée, mais d'autant plus la sortie, c'est que le recruteur il garde une bonne impression. Et je pense que de par ces questions-là, c'est pas des questions qui sont posées en majorité par les candidats. Et ça peut être peut-être le petit plus qui fera que ah bah oui tiens, ce jeune-là, je me souviens, parce il m'a posé cette question et c'est le seul à me poser. Enfin, l'objectif, voilà, c'est de se différencier, de se distinguer par ces petites questions, ces petits éléments, mais qui pourront avoir toute leur importance dans le choix du recruteur pour la suite. Après, ça peut paraître un peu impertinent, hein, je suis d'accord avec toi. Mais bon, je trouve pas ça impertinent. Il faut tenter. Il faut tenter. Oui, non, mais de toute façon, en soi, je pense qu'il faut rester soi-même, il faut garder sa personnalité. Tu parlais tout à l'heure de savoir-être, etc. Et je pense que c'est ça que les recruteurs aussi vont attendre, parce que, bon, certes, on va rentrer plus ou moins dans le moule d'une entreprise, mais l'objectif, c'est pas de changer qui on est. Et si le recruteur, il a une bonne visibilité du candidat, il sait tout de suite plus ou moins à qui il a affaire, et bah derrière, il pourra se dire, ah bah lui, clairement, par rapport à l'équipe en place, etc., bah je le vois tout à fait et il se projette. Parce que on a peut-être tendance parfois en entretien à se brider ou à pas montrer réellement qui on est, et ça peut être problématique et nous empêcher voilà, d'être recruté. Donc voilà, faut rester tel qu'on est, tout en bien évidemment en essayant de moduler certains aspects voilà, pour toujours que ça soit à notre avantage.
Bon, Guillaume, je te remercie pour cette intervention et ces conseils précieux. Et nous allons terminer cette deuxième partie avec l'intervention d'Yves qui va également nous donner ses précieux conseils. Nous t'écoutons, Yves. Oui, donc moi je vais reprendre les propos de Gildas et de Guillaume, hein. C'est bien de préparer l'entretien, hein. Donc allez sur Internet, allez voir qui vous pouvez rencontrer lors de cet entretien. Renseignez-vous sur la société sur laquelle vous postulez. Alors bien sûr, ne vendangez pas le rendez-vous. Le rendez-vous, vous avez envoyé plusieurs CV, plusieurs lettres de motivation. Vous avez quelques rendez-vous, donc préparez-vous, travaillez. Alors réfléchissez aussi en préalable à ce que vous allez apporter à l'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez y faire, qu'est-ce que vous voulez apporter dans cet entretien. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant sur votre capacité à faire bouger les lignes dans l'entreprise. Donc ça, fatalement, ça se prépare. Alors bien sûr, Internet, hein, y a des mines d'informations sur le site de la société. Consultez tout ça et puis positionnez-vous de manière assez positive et avec beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je vais amener dans cet entretien? Donc Guillaume l'a dit, hein, la présentation, présentez-vous. Alors souvent on se présente de manière assez linéaire avec le CV. La problématique, c'est que le recruteur l'a déjà vu votre CV. Donc les coachs présentent, peut-être que Vincent pourrait le confirmer, mais entre autres, partir dans votre présentation sur vos compétences, quoi. J'ai une compétence dans tel domaine, j'ai fait telle activité dans un poste précédent, j'ai tel niveau d'expérience, ce genre de choses. J'ai des compétences dans le management. Alors vous êtes principalement des jeunes, puisque normalement vous avez tous au moins 26 ans, mais néanmoins, par exemple, vous avez l'expérience dans des jobs d'été ou dans le monde associatif. Donc, mettons en avant ce que vous avez fait dans ces moments de vie pour le transformer dans le monde professionnel. Typiquement, hein, typiquement du management, hein, vous pouvez avoir encadré des jeunes dans le monde associatif et puis dire que vous y avez pris beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction, quoi. L'autre point aussi, vous pouvez axer aussi en fonction du job que vous cherchez, une appétence particulière pour l'international. Vous avez pu faire des voyages dans le cadre de vos études également. Vous avez peut-être suivi également vos parents qui ont déménagé. Vous habitez sur une région frontalière. Donc tout ça fait que vous pouvez avoir une compétence particulière. Donc ça met votre CV plus en dynamique positive par rapport à un CV linéaire où vous reprendriez les différentes expériences que vous avez. Alors bien sûr, hein, moi je reprends ce qu'a dit Guillaume sur la fin de l'entretien. Hein. Il faut savoir conclure. Faut savoir dire ce que vous souhaiteriez que le recruteur retienne de vous. Alors bien sûr, ça c'est à préparer, hein, bien en avance. Les questions classiques, hein, vos qualités, vos défauts. Alors sur les défauts ou sur les échecs, plutôt le retourner en manière positive, en axe d'amélioration. Ça c'est un grand classique. Guillaume l'a dit aussi sur la posture. Hein, le regard, le dos, la voix, avoir beaucoup d'énergie, captiver l'auditoire, regarder l'auditoire dans les yeux. Et tous les recruteurs, s'il y a plusieurs personnes autour de la table, gérer les blancs, ne pas avoir de trop. Utiliser le je, pas de on, pas de conditionnel, être au futur ou être au présent.
dans votre société, je ferai ci. Je me projette comme ça. Enfin, en gros, se mettre des gens dans une dynamique positive. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est regarder sur Internet des profils comme le vôtre. Parce que les candidats potentiels que vous ne connaissez pas, mais qui pourraient être sur ce poste, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Et réfléchissez à vous, quelles sont vos qualités que vous pouvez différencier, quoi. Donc, sur ce point-là, ça se travaille aussi. Ce que je vous invite également, c'est à vous filmer aujourd'hui avec votre smartphone. En gros, on vous donne 3 minutes pour vous présenter. Eh ben, vous le faites à blanc. Vous avez choisi une entreprise sur laquelle vous postulez. En 3 minutes, vous vous présentez. Et derrière, vous allez voir ce qui va être écrit dans l'enseignement pour vous. Ce que vous pouvez également faire, c'est le bilan. Hein. Enfin, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein, tous. Hein. Guillaume l'a redit. Ce qui a été positif, ce qui a été négatif. Et puis, bien sûr, faites votre propre opinion de ce que vous voulez présenter lors de cet entretien. Voilà, c'est les grands points que je voulais partager avec vous. Très bien, Yves, je te remercie pour ces éléments d'information. Et même moi, j'ai envie de dire, je rajouterais, tu parles de bilan, ce qui est peu fait et ce qui peut également être un élément différenciant, c'est d'envoyer un compte-rendu à l'issue de l'entretien. Je sais que moi, de mon expérience personnelle, c'est ce que je faisais à chaque fois. Alors, souvent, les recruteurs peuvent le demander suite à notre entretien. Merci de bien vouloir me faire un compte-rendu de ce qu'on s'est dit, etc. Mais moi, je le fais de façon automatique. Comme ça, ça fait une piqûre de rappel au recruteur. Ça va être d'autant plus un élément différenciant. Ça va montrer qu'on s'est intéressé à l'entretien, ce qu'on a retenu, etc. Et ça peut être toujours une plus-value. Donc, toujours avoir en tête cette notion de différenciation. Et tu disais tout à l'heure, si on en a la possibilité, prendre des renseignements sur les potentiels autres candidats. Il y a LinkedIn, la majorité des candidats y seront. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir à qui on a affaire et de se dire, moi, qu'est-ce que je peux apporter également. Alors, je vois une main levée de Vincent. Vincent, tu peux prendre la parole. Merci Kevin de me rendre la parole. Je voudrais juste vous apporter un petit témoignage, mais vu de l'autre côté, quand moi je recrutais. Hein. D'accord. Des choses que j'ai vues. Je te remercie pour ton intervention. Du coup, avant que Vincent t'intervienne, si ça ne te dérange pas, il y a Olivier qui m'avait envoyé en off. Il voulait juste intervenir une petite minute, ça ne va pas être long. Et puis après, je te redonne la parole. Oui, ce sera très intéressant. Merci Vincent d'avoir l'autre côté de la chose. Non, il y a une chose qu'on n'a pas finalement dit, parce que ça va de soi. Moi, je préfère le dire. On ne va pas à un entretien sans l'avoir préparé. Et quand je dis l'avoir préparé, c'est l'avoir joué. C'est-à-dire, il y a un élément extrêmement important, c'est de vous mettre en situation, de prendre votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, qui vous voulez, qui se met en face de vous, et vous jouez la partie où vous avez la main dans un entretien. C'est-à-dire la partie où on va vous demander de vous présenter. On va vous demander globalement pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez envie de travailler avec nous et en quoi on pourrait penser que vous êtes compétent pour le faire. Et cette partie-là, dans certains recrutements, elle peut être complètement comme ça. C'est-à-dire que certains recruteurs, et c'est de plus en plus à la mode, vous laissent parler pour voir qu'est-ce que vous avez en vous. Et donc, c'est très, très important, avant d'aller à un entretien, vous prenez quelqu'un en sparring partenaire, vous vous mettez en face d'une glace si vous êtes vraiment seul, et vous faites l'entretien pour voir comment ça coule, comment ça marche, et si vous êtes tout simplement capable de garder la main. Voilà, donc ça sera mon petit conseil en ajout, en plus de celui des parrains et marraines. Merci Olivier pour ce conseil. Vincent, nous t'écoutons. Ouais, je voulais réagir à tout ça. Donc, tout est vrai, tout est intéressant. On a beaucoup parlé de déstabilisation, de dévalorisation. Hein. C'était au début, c'est vrai. Et pour terminer sur ce que disait Olivier, donner de l'envie, l'envie, et puis jouer le truc. Avant, oui. Ce qu'il faut, c'est une fois qu'on y est, il faut se concentrer sur le moment présent. Ce qu'on a joué avant, c'était pour s'entraîner, c'était pour se planter, c'était pour se rendre compte que ça ne va pas. Puis après, il faut surtout pas vouloir ressortir ce qu'on a fait dans le jeu de rôle d'avant. Hein. Après, il faut être sur le moment présent et il faut vraiment être franc. Moi, les gens que j'ai vus se planter, c'est des gens qui voulaient me vendre quelque chose qui n'était pas.
quelque chose, où il voulait m'expliquer des choses et moi je ne le sentais pas, c'était pas cohérent avec la personne. Hein. Je peux embaucher quelqu'un qui n'est pas très dynamique, même si je me dis je préférerais en avoir un dynamique pour ce poste-là parce que je sais qu'il a déjà un chef un peu mou, il faut un peu de nerf dans le truc. Et puis finalement, le gars, il me paraît sympa. Et puis, alors s'il a fait semblant d'être dynamique et que je l'embauche parce qu'il est dynamique et que finalement il ne l'est pas, je serais beaucoup plus déçu que si dans ma petite tête, je me dis ouais, bon, il n'est pas autant que je croyais, mais il a d'autres qualités et le mix va peut-être se faire. Pensez à être vous-même, simplement vous-même. Vous êtes parfait comme vous êtes. Hein, c'est ça qu'il faut se dire. Et il faut aussi vous dire que le petit Lascar qui est en face de vous, qui a 50 piges et qui va vous embaucher, il a les mêmes angoisses que vous. Il a juste peur de se planter. Il se dit, bon sang, est-ce que c'est le bon? Est-ce que je ne me trompe pas? Parce qu'il a des comptes à rendre? Ou alors c'est son entreprise, c'est sa boîte, il va mettre quelqu'un dans son équipe. Est-ce que ça va tout foutre en l'air? Donc, il n'y a pas de bonnes personnes, il n'y a pas de bons postes. Il y a juste des bons croisements et des bonnes rencontres et puis des bonnes choses qui vont se développer. Donc, c'est compliqué, je le sais. C'est pour ça que je voulais intervenir. Même moi, aujourd'hui, quand je me vends, je vais voir des chefs d'entreprise. Tous les soirs, j'ai un ancrage, je fais de la sophrologie et je me dis, je suis l'égal de mes partenaires, de mes prospects, de mes suspects, je suis un chef. Pourquoi? Parce que je suis un homme et parce que moi aussi, j'ai tendance à faire un peu le syndrome de l'imposteur, à me dévaloriser quand j'arrive en face. Et ça, c'est pas vendeur, par contre. Hein. Il faut arriver cool, il faut arriver serein. Évidemment, tout ce qui a été dit est hyper important. Se préparer, connaître l'entreprise, pas ramener sa sauce, hein. C'est-à-dire interrompre l'interlocuteur et lui dire « Ah, j'ai tout vu, hein, je sais ce que vous faites et tout ». Ça, c'est mort. Hein. Vous devez l'avoir vu et vous devez rester très humble. Premièrement, c'est son entretien, donc c'est lui qui pilote. Et après, il faut, je ne sais plus qui c'est qui le disait, il faut comprendre pourquoi il pose la question. Et il faut donner la réponse dans le sens de « je réponds à ce que tu voulais savoir ». Et à ce moment-là, après, on voit. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que la personne qui recrute, c'est un humain, et parfois, il cherche la déstabilisation. Moi, j'ai vécu un directeur commercial international qui m'a massacré un gars devant moi. Et parce que le gars n'est pas tombé, mais s'est simplement relevé, à la fin, quand il a senti qu'il était vraiment piégé, il a tapé du poing sur la table, il disait « Bon sang, là, vous m'avez bien eu ». Et bien, il a été embauché. Parce qu'il a été naturel, il s'est rendu compte qu'il s'était fait fourvoyer, il l'avait coincé dans des contre-arguments, il n'y avait plus de cohérence, et ben il s'est avoué vaincu et il a été pris. D'accord? Donc, ce n'est pas en essayant de cacher des trucs. Parfois, le but, ce jour-là, de André Hotz, hein, c'est une terreur. Un Allemand qui parlait en anglais à une vitesse tellement folle que même moi, je ne comprenais plus rien. Et il a coulé le mec parce que la fin, ça ne collait plus entre les réponses. Mais il voulait juste le déstabiliser. Il voulait voir comment il allait réagir quand il allait le déstabiliser. Une fois qu'il l'a eu, il lui a donné le poste. Donc, la confiance en soi, même si c'est tellement compliqué à avoir, 90% de la population a un problème d'estime de soi, y compris le mec qui est assis en face de vous. Il ne faut juste pas l'oublier. Très bien. Bon, tout est vrai. Enfin, clairement, rester soi-même, ne pas se fourvoyer, ne pas se brider, se cacher. Voilà, moi, je pars de ce principe-là et je pense que c'est véridique. Si vous n'avez pas été retenu, c'est que la rencontre ne devait pas se faire. Vous n'étiez peut-être pas fait pour cette entreprise. Et en soi, c'est pas parce que vous n'étiez pas bon, c'est tout. Faut remettre les choses que parfois, ça peut être dévalorisant. On fait plusieurs entretiens, on n'est pas retenu à chaque fois. Donc, peut-être qu'on n'a pas fait on s'est pas posé les bonnes questions. Est-ce que j'étais plus fait pour des grandes entreprises, des TPE, par rapport au secteur d'activité, etc. Donc, déjà, si on prend le temps de faire ce travail préparatoire dans les conseils qui ont été donnés, après, on arrive plus serein à l'entretien. Et si vraiment on sait où on met les pieds et on reste soi-même, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. La preuve en est, je suis CNQT aujourd'hui et j'ai écouté tous ces conseils. Donc, non, il n'y a aucun souci là-dessus. Au début, on a aussi dit, si l'entreprise vous fait venir, c'est déjà qu'elle croit en vous, sinon elle ne perdrait pas son temps. Donc, vous avez déjà une valeur en arrivant et après, ne vous vendez pas pour ce que vous n'êtes pas, c'est tout. Parce que c'est là que vous vendrez le mieux, pour ce que vous êtes. Ça, c'est sûr. Merci Vincent pour cette intervention. Alors, il nous reste très précisément 7 minutes. Donc, comme je l'ai dit en début d'atelier, je vais pouvoir laisser la parole et éventuellement qu'il y ait un petit question-réponse en fonction des jeunes. Donc là, je vais redonner la parole aux jeunes. Donc, soit il n'y a rien à signaler, tout a été clair, compris, acquis et c'est des conseils précieux dont vous allez pouvoir vous en resservir pour la suite de vos recherches. Et puis si voilà, vous avez des questions ou quelque chose à ajouter, c'est votre moment. Donc, je vais donner la parole à Boris. Boris. Non, je n'ai pas de questions. Tout a été clair pour toi? Tout est clair. Très bien. Bon, écoute, je te remercie, Boris. Je vais donner la parole à Mathilde.
Mathilde Klein. Non, j'avais pas de questions. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, je te remercie et puis également de ta participation sur le fil de conversation avec des commentaires pertinents. Abdeslem, Sorry. est-ce que tu as des éléments, des choses à ajouter ou des questions un peu également? Non, j'ai pu j'ai eu l'occasion d'échanger avec Vincent, et puis je reprendrai contact avec lui par mail, et puis j'ai écouté attentivement les conseils pour la partie plutôt entretien, qui n'est pas celle qui m'intéresse aujourd'hui, mais c'est toujours ça de prix. Oui, Donc, je qui vous peut remercie. t'intéresser toi, dans le sens où malgré tout, quand tu vas rencontrer ton futur client, bah, ça peut se Oui, jouer c'est comme ça. ça. C'était un peu, j'ai transformé l'entretien entre guillemets d'embauche. Bien J'ai sûr. pris les 2-3 conseils par rapport à l'aspect commercial. Mais Ouais. voilà, dans l'ensemble, j'ai été ravi pour une première participation, et puis je vous remercie encore. Merci à toi de ta présence. Sarah. Moi, j'ai juste une petite question. Je voulais revenir sur ce que Guillaume avait dit sur les trous dans le CV. Oui. Alors, voilà. si tu souhaites remettre ta caméra et comme ça, Sarah va te poser la question en direct, ça sera plus simple. Oui. Vas-y, Sarah. Alors voilà, moi par exemple, j'ai été diplômée, je suis diplômée depuis 2018. Et à ce jour, je n'ai toujours pas trouvé de travail. Donc bientôt, ça va faire un trou de 2 ans. La question, la question que je m'étais posée, alors moi c'est comment l'expliquer, c'est ça ta question en fait. Oui, voilà. Ça. Je trouve que c'est assez compliqué. Moi, la question qui m'avait été posée, c'est quand je suis sorti d'école d'ingénieur, on était pendant la crise des subprimes, il y a déjà 10 ans. C'est sûr que la crise qu'on va connaître dans les mois à venir va aussi faire revenir un peu ce spectre des difficultés d'embauche dans certains secteurs d'activité, pas dans tous. La question, c'est de savoir, c'est comment tu justifies. C'est-à-dire que moi, à l'époque, la justification que j'avais, c'était que la situation économique n'était pas ce qu'elle était, les offres d'emploi étaient très peu nombreuses, ce qui entraînait des difficultés, effectivement, à trouver, ne serait-ce que trouver des offres sur lesquelles postuler. Pour moi, en tout cas, la réponse que je peux te faire, parce que chaque profil est différent, il n'y a pas de solution toute faite, c'est toi qui connais le mieux ton parcours, c'est toi qui connais le mieux aussi les difficultés que tu as rencontrées et les éventuelles facilités aussi. C'est interroger. Enfin, moi, je pense que ça sera indispensable. Et les autres mentors pourront donner aussi leur avis. Mais en tout cas, à mon sens, il paraît indispensable que tu fasses un travail sur toi-même pour savoir finalement pourquoi. Alors, ce travail d'introspection, il est très difficile. Il est très difficile, mais il me paraît essentiel pour pouvoir rebondir. C'est-à-dire, voilà, ça fait depuis 2018 que je suis diplômé. Quels sont finalement pourquoi aujourd'hui j'ai pas trouvé d'emploi? Est-ce que j'ai eu faire un bilan en fait, le bilan global? C'est est-ce que j'ai déposé des CV, des lettres de motivation? Est-ce qu'il y a des postes qui m'intéressaient? Si j'ai déposé des lettres de motivation et des CV, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Quand je suis allé en entretien, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce travail-là, il est très compliqué. Étant passé par là, je vois tout à fait ce que c'est. C'est très difficile d'avoir ce travail d'introspection, surtout quand on commence dans la vie professionnelle. Et parfois même dans son parcours universitaire qui ne nous a pas forcément bien préparé aussi à la recherche d'emploi, ni même à la prise de poste effective et de manière opérationnelle dans les entreprises. Maintenant, je pense que c'est indispensable. Et quand on aura fait ce travail de bilan, c'est d'en extraire les éléments les plus positifs. C'est-à-dire que durant ces 2 ans, tu t'es posé 1000 questions et tous les jours, tu t'es posé 1000 questions. J'imagine que tu t'es aussi sans doute interrogé sur le sens de ta vie, le sens de l'investissement et des études que tu as faites. Et je pense que tout ça, c'est nécessaire de faire le bilan pour ensuite en retirer les éléments négatifs et d'essayer de lutter contre et de proposer des solutions et ensuite rebondir. C'est pas simple. Je te donnerai simplement un exemple. Et c'est l'exemple de la mobilité géographique. Il y a certains territoires, et ça a été dit dans nos précédents échanges, il y a certains territoires où certains types de postes, vous ne les trouverez pas. Il y a certains postes qui ne peuvent se trouver, ou en tout cas qui sont plus faciles à trouver en région parisienne, dans certaines régions de la France qui ne sont pas forcément en région Grand Est, et qu'il est nécessaire d'envisager une mobilité. Alors c'est sûr que la mobilité, ça entraîne énormément de contraintes, ça a un coût, je le sais.
Mais après, c'est vrai qu'essayer de pousser aussi ces recherches au-delà de frontières géographiques qu'on s'est fixées pour X raisons qui nous sont bien sûr personnelles, ça peut être aussi un moyen d'aller vers autre chose. Mais après, il faudrait rentrer dans ton cas particulier. Mais je pense que c'est toujours important de faire un bilan, un retour d'expérience, trouver ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionnait mal pour essayer de se relancer et surtout pas perdre la motivation parce que ça, je sais que c'est très difficile. Oui, c'est exactement ça. Je te remercie du coup. Et puis, Sarah, n'hésite pas. Bon, tu es accompagné par François Nicolas, mais si tu veux échanger davantage sur ce sujet avec Guillaume, voilà, comme je t'ai dit, vous aurez les coordonnées des différents mentors. Donc, merci pour ta question, Merci Sarah. Je vais donner la parole à Tatiana. Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions. La discussion a été très intéressante, très enrichissante et merci beaucoup pour tous les conseils qui sont très, très utiles pour ma recherche d'emploi. Merci. Merci à toi de ta présence, Tatiana. Je donne la parole à Sevdine. Non, c'est bon, j'ai pas de questions. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour cet échange. Et normalement, tout est clair. Merci beaucoup. Très bien. Merci à toi de ta présence également. Et si je n'oublie personne, il me reste Anissa. Alors moi aussi, j'ai pas d'autres questions. C'était très clair. Merci aux participants et aux animateurs. Et voilà. Merci à toi de ta présence. Il est 16h30, donc voilà, on est dans les temps. Donc je remercie les mentors d'avoir pris le temps d'accorder 2 heures de leur temps en parallèle de leur activité professionnelle. C'était un plaisir de vous avoir ici. Ça montre que voilà, vous êtes là et on vous en remercie puisque sans vous, voilà, nos jeunes ne pourraient pas bénéficier, comme ça a pu être le cas aujourd'hui, de précieux conseils pour les aider et les accompagner dans leur recherche. Ils ont également votre soutien en tant que mentor respectif. Donc, je vous remercie pour cela. Comme je vous l'ai dit en début d'atelier, dans la foulée donc, de notre échange, je vais vous envoyer un compte-rendu sur ce qu'on s'est dit. Vous aurez accès, si tout fonctionne bien, c'est une première aussi pour moi, au replay via un lien que je vous transmettrai de cet atelier et également un questionnaire que je vous invite à répondre. Si j'ai pu faire cet atelier aujourd'hui, c'est que j'ai eu des retours du précédent atelier qui m'ont permis de mieux cerner les attentes et les besoins des jeunes. Donc, merci d'y répondre parce que pour moi, ça me permet aussi de m'améliorer, savoir qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a moins plu, qu'est-ce qui a amélioré et de trouver de nouvelles thématiques pour les prochains ateliers. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer l'atelier. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir à tous. Merci. Merci. Bonne journée.